Chers amis, chers auditeurs et chers camarades, bonsoir et bienvenue sur Méridien Zéro, l'émission française francophone de Radio Bandera Nera, disponible en écoute chez nos camarades québécois de Québéca Liberata. Vous le savez bien sûr, Wilsdorf à la barre ce soir, accompagné du camarade Eugène Crampon. Bonsoir Eugène. Bonsoir les auditeurs. Et les auditrices. Et les auditrices, bien sûr. Nous avons le grand plaisir de recevoir ce soir un camarade européen, un camarade hongrois pour être plus précis, un camarade que probablement un certain nombre d'entre vous connaissent puisqu'il est présent et actif sur nombre de réseaux sociaux de notre mouvance, ayant la particularité d'être franco-hongrois et fin connaisseur de la situation politique en Hongrie. C'était pour Méridien Zéro, bien sûr, une opportunité de recevoir Ferenc Almasi. Bonsoir. Bonsoir. Pour évoquer avec lui, bien sûr, son pays qui est au cœur de l'actualité, et c'est le moins que l'on puisse dire, à travers bien sûr du problème des migrants, de la crise migratoire comme on l'appelle, mais aussi pour faire le point sur une réalité politique souvent tronquée et déformée, et c'est la réalité politique hongroise bien sûr, et votre rôle de relais entre la France et la Hongrie. Vous nous expliquerez tout ça, mais pour commencer, le mieux est de vous laisser le micro afin que vous puissiez peut-être vous présenter. Qui êtes-vous, Ferenc Almasi? Bonsoir, alors je suis franco-hongrois comme vous l'avez dit, ça fait 5 ans que je vis en Hongrie, c'est essentiellement des choix du personnel qui m'ont mené à ça. Dans une première étape, j'étais pas spécialement politisé à l'époque, et en arrivant en Hongrie, j'ai découvert un climat complètement différent de ce que je pouvais trouver en France, un climat où j'ai trouvé de l'espoir, et en vivant en Hongrie, petit à petit, j'ai découvert complètement une autre façon de vivre, une autre façon de vivre son identité en tant qu'Européen. Bon, moi qui suis français et hongrois, étant bilingue, ayant reçu une éducation culturelle équivalente des deux côtés, je suis évidemment forcément un Européen, donc j'étais déjà, en tant que moitié hongrois, j'étais facilement adaptable au pays, mais très rapidement, j'ai vu d'autres perspectives aussi en Hongrie, qui dépassent le cadre purement national. Déjà, l'Europe centrale, c'est une flopée de nations, c'est très complexe. Les frontières actuelles, qui datent de la Première Guerre mondiale en particulier, en Europe centrale, et puis qui sont très récentes dans l'ex-Yougoslavie, dans les Balkans, toutes ces frontières déjà sont assez absurdes. C'est des États c'est des peuples qui ont toujours vécu dans des structures impériales, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, mais le fait est que les frontières actuelles ne sont pas adaptées. Quoi qu'il en soit, pour revenir au sujet, donc j'ai vécu en Hongrie vraiment une renaissance au niveau j'ai retrouvé l'espoir en fait. Voilà, c'est la meilleure phrase. J'ai retrouvé l'espoir là-bas pour la Hongrie, mais pas seulement, pour l'Europe en général. J'ai retrouvé des gens qui étaient fiers d'être ce qu'ils sont, sans être des chauvinistes, c'est-à-dire je fais l'opposition. En Hongrie, on utilise les termes de nationaliste qu'on oppose à chauviniste. Le nationaliste, c'est celui qui aime sa nation, son peuple. Le chauviniste, c'est celui qui n'aime pas les autres. En tant qu'Européen, en tant que métis européen, je peux pas tolérer le chauvinisme, c'est évident. De toute façon, c'est clairement quelque chose de stupide. Mais le nationalisme est quelque chose qui est nécessaire, je pense, pour tous les peuples, pas qu'européens d'ailleurs. Donc, en voyant l'espoir renaître, j'ai commencé à me mobiliser de plus en plus pour le camp national, et du fait de ma nature d'Européen, on va dire aux racines multiples, de façon assez naturelle et pas du tout calculée, j'ai commencé à faire le lien entre différents mouvements, différentes personnalités, différents groupes politiques à travers l'Europe, à commencer entre la France et la Hongrie, et très rapidement ça s'est étendu. C'est pour ça aussi que je me suis jamais encarté nulle part. C'est-à-dire j'ai toujours, on m'a un peu en fait poussé là-dedans, et je l'ai accepté avec bonheur, dans un rôle de diplomate indépendant entre guillemets, à notre échelle. On pourrait parler de paradiplomatie. Et donc très rapidement j'ai commencé à faire le lien entre des camarades de toute l'Europe, de l'Espagne à la Russie et de l'Irlande à la Grèce. Et aujourd'hui je me plais beaucoup dans ce rôle-là. Je voyage, j'essaye de faire connaître l'Europe centrale, qui est chère à mon cœur, puisque je crois vraiment qu'en Europe centrale, il y a la possibilité d'un renouveau européen. Ça pourrait être peut-être le noyau dur d'une certaine renaissance européenne, qui ne passerait pas évidemment que par l'Europe centrale, mais encore une fois, l'Europe centrale pourrait en être l'initiateur ou le noyau dur, la base sur laquelle s'appuyer peut-être, avec la Hongrie comme moteur au sein de l'Europe centrale,
puisque, et on en parlera tout à l'heure, j'imagine, l'actualité montre qu'il y a beaucoup de mouvements et que des barrières auxquelles on voulait s'attaquer depuis longtemps sont peut-être en train de tomber. À suivre, mais j'ai beaucoup d'espoir. C'est vraiment le mot qui... Le maître mot. Peut-être pour préciser, vous l'avez plus ou moins dit à demi-mot, on lit souvent vous concernant que vous êtes membre du parti Jobbik. Je crois qu'il y a peut-être une vérité à rétablir à ce niveau-là. Oui, voilà. Alors, je suis très proche du Jobbik, humainement comme politiquement. Donc, outre les amis, les bons camarades que j'y ai, je suis en accord avec beaucoup de choses par rapport au programme du Jobbik. Mais bon, ça reste un programme national. Et comme j'ai expliqué, moi, j'ai une vision politique qui est supranationale. Donc, mais à échelle nationale, oui, le Jobbik me paraît être évidemment de loin le meilleur parti. Je dirais même pas que c'est le moins pire, c'est vraiment le meilleur. C'est vraiment un parti sur lequel je peux m'aligner presque tout le temps. Donc, j'ai aucun problème d'être, on va dire, étiqueté Jobbik, même si pour être exact, je ne suis pas membre du Jobbik, comme je l'ai dit, je me suis jamais encarté nulle part. Mais bon, comme colle l'étiquette Jobbik ne me dérange pas, en fait. Très bien. Eugène ? Tout à l'heure, je discutais avec Ferenc et j'ai l'impression qu'encore en Europe de l'Est, il y a encore une jeunesse ardente, militante, qui est fière de son identité. Ça dépasse, je pense, d'ailleurs le cadre des partis. Contrairement ici en Occident, où on a l'impression que la jeunesse blanche est totalement avachie. On a l'impression que le monde entier peut venir s'essuyer les pieds sur elle. Elle réagit pas beaucoup, contrairement à ce qui se passe en Europe de l'Est, mais ce qui n'étonne pas non plus avec les Hongrois. Les Hongrois ont toujours été un peuple fier, un peuple résistant. Je rappelle que ne serait-ce qu'au XXe siècle, les soldats hongrois ont montré exemple. Les soviétiques doivent se rappeler douloureusement d'ailleurs qu'ils ont mis beaucoup de temps à prendre Budapest en 44-45. Et puis évidemment, cher à notre cœur, ces grandes révolutions de 1956, cher à notre cœur, puisque à l'entrée de notre studio, nous avons la photo d'un de nos amis, le général Marton, qui a été une figure de cette révolution et qui suit toujours, je le sais puisque je l'ai souvent au téléphone, qui suit toujours avec attention le développement politique en Europe de l'Est. Et vraiment, c'est un honneur que ce camarade vienne nous voir ce soir, parce que je sais on va en parler dans quelques instants, il est allé sur place au cœur de l'actualité, il a vu la frontière avec ce qui se passe avec les migrants actuellement. Et vraiment, merci d'être venu de Budapest, d'être venu si loin pour nous, occidentaux, français. La France est toujours un petit pays étriqué, on a toujours l'impression que quand on est à Strasbourg, on est au bout du monde. Mais merci d'être venu nous expliquer, puisque évidemment, on assiste actuellement à un déferlement de propagande, si ce n'est de mensonges, de conneries, disons-le, on va aussi en parler tout à l'heure. Et merci d'être venu dans notre studio pour établir la vérité. Bien, pour passer directement au vif du sujet, je crois que vous êtes actuellement en France pour aussi faire passer ce message, transmettre un petit peu une réalité qui est, comme je le disais en introduction, est tronquée, déformée, volontairement bien évidemment, pour donner du grain à moudre à tous ces gens qui veulent que cette crise migratoire soit une réalité placée sous le signe des droits de l'homme et de l'accueil de l'autre. Vous avez une vision complètement différente, parce que vous avez pu constater en Hongrie directement, vous avez posté sur vos différents compte des photos qui parlent d'elles-mêmes. On est quand même loin de cette réalité-là, surtout quand on la voit avec le prisme qui est le vôtre. Je surprendrai personne en disant qu'il y a une véritable volonté politique derrière les médias, et en tout cas en particulier les médias occidentaux, évidemment. C'était sujet d'ailleurs de ma conférence chez Pierre-Yves Rougeron, qui sera visible en ligne bientôt, où je détaille un peu plus cette question spécifiquement des médias, pour ceux que ça intéresse. En Europe occidentale, les médias sont complètement pilotés. Et là, je reprends le mot d'Orban. C'est quelque chose qu'il a dit. Et je suis pas un partisan d'Orban, mais là-dessus, rendons à César ce qui est à César. Sa conférence du 7 septembre devant ses ambassadeurs, il a dit clairement, que les médias occidentaux étaient pilotés. C'est évidemment le terme. Aujourd'hui, je reprends une expression dont j'ai la paternité, le rideau de fer a été remplacé par un rideau d'encre. C'est-à-dire que on voit très bien la différence qu'il y a entre les presses, et je parle des presses mainstream, donc la presse générale qui est lue par des centaines de milliers de personnes, les presses hongroises ou polonaises par exemple, pour rester sur l'Europe centrale, et la presse occidentale, en particulier française, allemande, autrichienne, ou autre, italienne, espagnole, etc.
On voit par exemple dans la presse occidentale, mainstream, de façon récurrente, des attaques par rapport à la police ou à l'État, en particulier hongrois, parce que là, dans cette situation particulière, la Hongrie est sur la première ligne, des références lamentables à la Seconde Guerre mondiale sans arrêt, ou parce on utilise des trains, donc ça évoque utiliser des trains, ça évoque évidemment la Shoah. Parce que train égale Shoah. Non mais c'est la folie pure. Y a qu'à voir un article du Point du 12. Je vous laisserai faire la recherche. Migrants, la Hongrie, honte de l'Europe. Voilà, lisez cet article, vous avez bien rigolé, surtout sur le dernier paragraphe. Je ne vous en dis pas plus. Donc on est vraiment dans une guerre froide via les médias, où les politiques semblent être des personnages de second ordre. Et donc j'ai parlé de la presse occidentale, mais alors ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de voir donc la presse mainstream en Europe centrale. Je vais vous citer 2 exemples, un de presse polonaise, un de presse hongroise. En Hongrie, il y a 2-3 semaines, un ami et conseiller de Viktor Orban a écrit dans Magyar Hírlap, qui est l'équivalent, on va dire, hongrois du Figaro, par rapport à son placement politique et au nombre de lecteurs, et a simplement parlé, et là je le cite, de mémoire, mais je le cite, pourquoi on ne veut pas des migrants clandestins? Simplement parce que, en tout cas dans ce nombre-là, parce qu'on parle pas de quelques centaines de personnes, on peut toujours intégrer 100 personnes, c'est pas grave, mais quand on parle de milliers, de centaines de milliers, peut-être un jour de millions de personnes, c'est impossible, tout simplement parce qu'il y a, et là je cite, une incompatibilité génétique et culturelle. Donc, et il parle de remplacement de population. Et ça, c'est un truc de droite standard en Hongrie. C'est la presse mainstream. Ça passe sans aucun problème. Il y a personne qui va l'attaquer en justice pour ça. Personne qui va... voilà, il y a pas de cri d'orfraie, etc. Ça, c'est acceptable. Donc déjà, première chose, il y a beaucoup plus de liberté de parole là-bas. On nous bassine sans arrêt que la presse est muselée. La presse hongroise, je la lis, je fais des revues de presse, etc. La presse hongroise est très diversifiée. Et il est vraiment possible d'y dire pratiquement tout. Il y a très peu de choses interdites par la loi. Et il est vraiment possible d'y parler de façon très libre. Ce qui n'a rien à voir avec la plupart des médias occidentaux, et en particulier français. Et l'autre exemple dont je voulais parler, c'était dans la presse polonaise, où le Wprost a écrit que, et ça c'était il y a quelques jours, a écrit que l'exemple hongrois montre bien que les pays d'Europe centrale, donc tous ces pays rentrés en 2004 dans l'Union européenne, sont des pays de seconde zone, qu'ils ont moins de droits qu'en particulier l'Allemagne ou la France, et que les membres du V4, aujourd'hui, et c'est au-delà des partis, font preuve d'une solidarité exemplaire, ce qui n'était pas le cas, par exemple, il y a 1 an dans la crise ukrainienne, au début de la crise ukrainienne, mais là, dans ces crises migratoires, il y a vraiment une unité sans faille, et c'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être le début, en tout cas je l'espère, l'émergence peut-être d'un nouveau bloc politique au sein, dans un premier temps évidemment, au sein de l'Union européenne, mais ça peut être déjà le début de certains changements, et j'y crois et je l'espère. On le voit, il y a une, comment dirais-je, oui, probablement au niveau de, c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on discrimine tant les pays d'Europe de l'Est, parce que je crois qu'on veut véritablement aussi les mettre à bas dans cette aventure-là. Mais comment expliquez-vous qu'aujourd'hui la Hongrie, un peu comme dans une espèce de continuité par rapport au rôle d'Orban et tout ce qui peut se passer en Hongrie depuis quelques années, cristallise à ce point, comment dirais-je, tous les regards et toutes les critiques autour de cette histoire de crise migratoire? La Hongrie a une vieille histoire de résistance. On l'a évoqué tout à l'heure. La Hongrie, c'est un pays ce n'est pas un pays de révolutionnaires. C'est un pays qui aime l'ordre, mais c'est un pays qui aime la liberté, donc il ne supporte pas d'être soumis. À l'instar de la Corse, c'est un pays qui a souvent été conquis, mais jamais soumis. Et les Hongrois ont un amour profond, viscéral, de la liberté. Et les déceptions de 25 ans de libéralisme, parce que le communisme a un peu préservé les Hongrois et d'autres dans du formol. Quand ils sont sortis en 90 du communisme, c'était comme les Français en 45 par rapport aux États-Unis, le rêve américain, la richesse, etc. Bon, ils ont déchanté, évidemment, puisque c'est une catastrophe. C'est clairement une catastrophe. Et donc, les Hongrois, en particulier,
se rendent compte que ils sont encore et toujours la colonie de quelqu'un d'autre, comme c'est le cas depuis que les Ottomans ont envahi la Hongrie, depuis la Hongrie n'est plus souveraine. Mais du coup, depuis les invasions ottomanes, et de façon permanente, sans arrêt au fil des siècles, les Hongrois ont lutté pour leur liberté, jusqu'à payer le prix du sang. Et c'est pas les exemples qui manquent. On l'a évoqué tout à l'heure. Rien qu'en 44-45 ou en 56, les Hongrois ont versé leur sang. Et à chaque fois, ça a payé. C'est-à-dire que les Ottomans ont pas pu dépasser la Hongrie et ont fini par se retirer. Et la Hongrie n'a pas été islamisée. Les Autrichiens ont fini par transformer, après des siècles de révoltes permanentes, régulières, ont fini par transformer l'Empire d'Autriche en Empire d'Autriche-Hongrie. Ensuite, les Soviétiques, après 56, mine de rien, c'est la Hongrie qui faisait le plus bon vivre, puisque ils ont quand même rétrocédé sur bon nombre de lois restrictives, etc. Et aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui voudrait écraser la Hongrie. Ça, bon courage, parce que ceux qui avaient avant, c'est quand même plus sérieux. Donc, simplement, quand on attaque frontalement la Hongrie, on pousse sa société à s'unir. Les Hongrois, c'est un peuple de cavaliers légers, c'est eux qui ont inventé les hussards, c'est pas pour rien. Ils ont des mœurs parfois un peu légères, ils sont bons vivants, ils passent leur temps à s'engueuler, à se tirer dans les pattes. Mais alors quand on les attaque frontalement, c'est un bloc monolithique extrêmement solide. Que ce soit par rapport à des catastrophes naturelles, comme il y a eu par exemple en 2013, il y a eu la grande inondation, et là il y a eu un élan populaire incroyable. Les taxis nous ramenaient gratuitement à la maison, par exemple. On nous offrait des verres dans la rue, etc. Tout le monde y allait. Mon patron me disait, mais écoute, parce que j'étais porté volontaire en fin de semaine. Mon patron me disait, si tu viens pas lundi, on te compte quand même ta journée. Enfin, c'est incroyable. Et il y a une capacité d'union nationale lorsqu'il y a une crise. Et là, on est dans une crise on n'a rien demandé à personne. La Hongrie n'a rien demandé à personne. Elle se retrouve confrontée à une crise où elle respecte scrupuleusement les accords de Schengen, ou du moins elle l'a fait jusqu'au 4 septembre, et j'y reviendrai, scrupuleusement les accords de Schengen et de Dublin 3, etc., et toutes ces conneries européistes, et en même temps on lui crachait dans le dos. Mais ça aussi, il y a une longue histoire de trahison de l'Occident par rapport à la Hongrie, et ça c'est quelque chose qui fait très mal, puisque quand par exemple la Hongrie défendait l'Europe et la chrétienté face aux Ottomans, la France par exemple s'alliait aux Ottomans. Où les Habsbourg annexaient une partie de la Hongrie, alors que le reste de la Hongrie se battait contre les Ottomans. Donc c'est ce genre de petite trahison permanente. Les Hongrois ont la mémoire longue, un peuple qui a un État qui existe depuis 1100 ans, qui a survécu à toutes ces invasions et soumissions. C'est un peuple qui a une capacité de résilience très importante, très importante. Donc voilà. Je me suis un peu perdu dans les détails. On dit que l'histoire ne se répète jamais, mais visiblement, on crée les mêmes schémas pour les mêmes conséquences, et on a face à soi un peuple fier, des gens qui sont... Exactement. Ouais. Eugène ? Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet de l'actualité, puisque, comme tu le disais, Ulisdorf, il y a quelques instants, on assiste presque en direct au camp des saints. Il y a toujours eu de l'immigration en Europe, évidemment, parce que c'est un peu le cœur nucléaire de notre combat. Qu'est-ce qui explique subitement cet afflux? Ça arrive de partout. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi subitement des milliers de Syriens, des milliers d'Irakiens, des Érythréens, enfin, ça arrive de partout. Qu'est-ce qui explique cet afflux subi? Alors c'est une vraie question, c'est une question très intéressante. Un phénomène migratoire de cette ampleur, c'est pas quelque chose qui se crée par hasard. Les gens ne traversent pas la moitié du monde sans connaître d'autres langues que la leur, sans une quelconque organisation, sans des structures. Il y a des structures aujourd'hui qui encadrent cette migration. J'ai eu l'occasion d'être 2 mois sur le terrain. Déjà, en vivant à Budapest, je vis juste à côté de la fameuse gare de Keleti, enfin pas très loin, et j'ai pu tous les jours constater l'évolution de la situation. J'ai parlé avec beaucoup de migrants aussi, venus de partout, et beaucoup ne venaient pas du tout de pays en guerre. Et ce que j'ai pu tirer comme enseignement de mon travail de terrain, plus de aussi toutes les discussions que j'ai pu avoir avec, que ce soit des syndicats de police ou des experts ou des politiciens, etc., c'est qu'il y a aujourd'hui un réseau de passeurs extrêmement bien ficelé dans la partie des Balkans, d'une part, et d'autre part, il y a diverses branches qui mènent jusqu'à cette route des Balkans, donc qui commence en Grèce. Pour ce qui est des Balkans, pardon, c'est pas une nouveauté non plus.
Alors c'est pas une nouveauté et ça date de 2013 en fait. Pourquoi en 2013, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que 2013, c'est l'année où la mafia albanaise a récupéré une sorte de monopole sur les Balkans. Je sais pas si vous commencez à voir là où je veux en venir, parce que jusqu'en 2012, il y avait 2-3 000 clandestins par an qui rentraient en Hongrie, donc ça fait 10 personnes par jour en moyenne, c'est insignifiant. En 2013, la mafia albanaise prend le contrôle des Balkans, au détriment des autres mafias, russes, serbes et autres, etc. Et cette année-là, commence le nombre de clandestins qui entrent en Hongrie augmente, est multiplié par 5, par 6. Donc on arrive à 19 000 personnes au lieu de 4 000, de 2, 3, 4 000 par an. On arrive à 19 000 personnes en 2013. En 2014, on arrive à 45 000, je crois. Et là, en 2015, là, maintenant, à l'heure où on parle, on en est, je crois, à 222 000. Donc la mafia albanaise est au cœur du système des passeurs. C'est eux qui organisent toute la route des Balkans. Donc la route des Balkans, c'est Grèce, Macédoine, Serbie, Hongrie. Voilà. Donc l'entrée est dans Schengen et la Grèce est dans Schengen, mais bref, quand ils sortent de Grèce, ils jettent leurs papiers et c'est reparti pour un tour quand ils arrivent en Hongrie. Quand ils arrivaient, puisqu'on va en parler aussi depuis 24 heures, la situation a changé. 24-48 heures, ça a changé. Tous les passeurs dans les Balkans, c'est la mafia albanaise qui organise ça, et derrière la mafia albanaise, et c'est pas nouveau, on connaît la guerre des Balkans, etc. On sait qui a soutenu Lučeka, qui soutient la mafia albanaise, etc. Redis-le. Eh ben, les USA, qui ont évidemment un intérêt à avoir l'Europe déstabilisée. Et ça c'est quelque chose qui est très important à comprendre, d'autant plus que si après on traverse la Méditerranée, qu'on va en Afrique ou qu'on aille en Asie, on voit que les pays d'où sont originaires ces personnes-là, très souvent, sont des pays qui ont été déstabilisés par qui ? Par les États-Unis et leurs alliés. On parle de la Syrie, on parle de l'Irak, on parle de l'Afghanistan, on parle du Soudan, on parle de la Libye. Bon, c'est pas quelque chose qui s'est fait par hasard. Justement, il y avait un article très récent où Limonov, l'artiste politique russe, disait justement qu'au travers de cette crise migratoire, l'Europe allait payer ses crimes, et ces crimes justement liés à ces guerres qu'avaient menées les États-Unis et la France de fait aussi pour la Libye, mais en Irak et en Syrie. On est en train d'en payer les prix justement, et ça va être un lourd tribut justement. Oui, d'une certaine façon, oui, mais enfin, c'est le peuple qui paye les crimes de ses gouvernants. Bon, on peut toujours arguer qu'un peuple a le gouvernement qu'il mérite. C'est quelque chose qui se défend, mais moi, en tout cas, j'accepte pas que les Européens, et en particulier là où je suis, la Hongrie, payent le prix d'une politique qui, en fin de compte, est décidée ailleurs, donc n'est pas une politique européenne, mais qui est imposée à l'Europe via des vendus au pouvoir, vendus ou, dans le meilleur des cas, des faibles. On le voit aussi, c'est que cette volonté de déstabilisation permanente des États-Unis n'est pas nouvelle, puisqu'on peut aussi mettre en parallèle la création du Kosovo en son temps, qui avait été aussi un moyen, un levier. On le sait, les Balkans, c'est le côté fragile, le côté délicat justement de la stabilité européenne. L'histoire est là pour en témoigner, et de voir qu'à cette époque-là, les États-Unis, qui avaient été justement portés la création de ce pays, permettaient cette instabilité entre les pays de l'Est et les pays occidentaux. Justement, c'est une étape supplémentaire, ni plus ni moins. Et on peut remonter beaucoup plus loin. Bien sûr. On peut remonter beaucoup plus loin, puisque Première et Deuxième Guerre mondiale aussi, les États-Unis, à partir le XXe siècle, c'est le siècle des États-Unis. À la Première Guerre mondiale, déjà, ils ont mis leur nez dans tous les traités, et en particulier les traités qui ont concerné l'Europe centrale et les Balkans, générant ainsi déjà des frontières qui seraient des facteurs de problème encore aujourd'hui, 100 ans plus tard. On les voit donc, voilà, l'exemple du Kosovo et c'est un très bon exemple. Il y a eu aussi, mine de rien, ils se sont impliqués dans la guerre fratricide entre les Croates et les Serbes. Aujourd'hui, quelle que soit la position qu'on peut avoir, il y a l'Ukraine. Ils ont un rôle, après on peut discuter du rôle qu'ils ont, mais ils en ont un. Ils sont pas étrangers à la question. Bref, bon, c'est une longue politique, parce que je pense en fait sincèrement, pourquoi les États-Unis, le seul véritable rival que peut avoir les États-Unis, c'est l'Europe. C'est la seule entité qui peut vraiment rivaliser, mais alors une Europe debout, les États-Unis, on n'en parle même plus. Je veux dire, donc
je pense que les États-Unis ont intérêt à garder une Europe qui soit encore fonctionnelle dans une certaine mesure pour en faire un allié et surtout un partenaire économique, un endroit où ils peuvent déverser leur flot de saloperies, etc. Mais ils n'ont pas intérêt à ce que l'Europe puisse, on va dire, s'émanciper de l'atlantisme et de leur hégémonie. Voilà, donc je pense que aujourd'hui, pour l'Europe, le principal danger, le principal problème, c'est la politique impériale américaine. Évidemment, je dis bien le principal, donc c'est pas le seul, mais c'est évidemment le principal. Et dans toute cette question migratoire, les États-Unis ont un rôle central, que ce soit à la racine du mal ou à la création de cette route migratoire nouvelle, qui aujourd'hui est devenue la première route devant Lampedusa ou l'Espagne. Jeune. Alors, tu dénonces à juste titre la mafia albanaise et les États-Unis, mais enfin, quand tu dénonces les États-Unis dans cette région, tu dénonces quoi? C'est quand même pas les ONG américaines. Est-ce que ce sont d'ailleurs des ONG américaines qui vont dans ces camps de réfugiés de l'autre côté de la Méditerranée en leur disant venez en Occident? Quelle est ta thèse là-dessus? Quelle est ta position? Parce qu'on dit les États-Unis, mais quoi? Quel réseau? Quel type? La CIA? Les ONG? Est-ce que tu pourrais nous éclairer? Alors, tu as raison de parler des ONG. Elles ont un rôle central, évidemment, là-dedans, dans toute cette question-là. On les voit, par exemple, en Hongrie. Les ONG qui sont sur le terrain à Budapest ou à la frontière hongroise, on les a vus, on les a rencontrés. Et puis on a enquêté, et de toute façon il y a beaucoup de choses qui sont publiques. En fait, il suffit juste d'accéder aux données publiques, pas besoin d'aller creuser ou de jouer à l'espion. Les financements viennent de fonds, entre autres, un bien connu, Soros, qu'on dit en français Soros, George Soros, et derrière bon nombre d'ONG qui aujourd'hui sont actives en Hongrie, par exemple. Ça, c'est une chose. L'autre chose, évidemment, ce ne sont pas on va dire des idiots utiles des ONG qui vont aller je sais pas où voilà on va dire en Irak ou ailleurs ou en Afghanistan dire aux gens mais allez en Europe. Non, bien sûr que non. En revanche, en discutant avec des migrants sur le terrain à la gare de Kalidi, je suis allé discuter, il y en a quelques-uns qui parlent anglais et il y en a plusieurs, c'est une histoire qui est récurrente que j'ai entendue plusieurs fois. Il y en a plusieurs qui m'ont dit mais il y a des gens qui sont venus nous voir et qui nous ont dit mais tu sais, tu pourrais aller en Europe. Donc des gens, des locaux, des gens de leur pays, des gens de leur peuple, qui sont allés les voir et qui leur ont dit mais tu sais, tu pourrais aller en Europe, je connais un type qui peut t'arranger ça, écoute, on te rachète ta baraque et avec cet argent tu peux faire le voyage avec ta famille et là-bas vous aurez c'est l'Eldorado quoi, il y a tout, vous aurez tout gratuit, tout va bien se passer. Donc et ces gens-là, évidemment, bon, voilà, ça peut être des gens qui sont peu éduqués ou qui sont un peu naïfs, etc. Beaucoup sont tombés dans ce panneau et là encore, je reviens, il y a des structures, donc on parlait de mafia albanaise, ça c'est pour les Balkans, mais donc il y a toutes les branches en amont, que ce soit les branches qui plongent jusqu'en Inde, au Pakistan, ou au Bangladesh, ou en Afghanistan, en Irak, en Syrie, et du côté africain, au travers de la Libye, jusqu'aux côtes d'Afrique de l'Ouest, puisque j'ai rencontré des Sénégalais. J'ai rencontré des Sénégalais à la gare de Kalati qui me disaient qu'ils étaient passés par la Libye, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, et ils arrivent en Hongrie pour ensuite aller, ils voulaient aller je sais plus, en Norvège ou en Suède, enfin, ça n'a aucune importance. L'idée, c'est que il y a un grand nombre de réseaux, il y a une espèce de toile comme ça qui s'est mise en place. Et qui pour moi remonte en tout cas au moins à 2013, puisque 2013 voilà, c'est l'année où il y a eu le début de la route des Balkans. Et d'ailleurs là je fais une petite précision qui peut étayer mon propos. En 2013 lorsqu'on est passé donc comme je disais tout à l'heure de 2-3 000 personnes par an à 20 000, au début c'était pratiquement que des Kosovars et des Albanais pendant 1 an et demi, et soudainement au début 2015 en une semaine on est passé de 90% de Kosovars à 0. Il n'y a plus un seul Kosovar en une semaine. Et là, ça a été le début de l'afflux des Syriens, des Afghans, etc. D'accord. On voit dans cette histoire-là que la Hongrie est essentiellement un axe de passage. Est-ce que, puisque ces migrants ont pour objectif, pour la plupart, de rejoindre l'Europe plus occidentale, en tout cas les pays du Nord et la France, l'Allemagne, ainsi de suite. La position récente là qui vient d'être adoptée, qui justement, on va en reparler, apporte un intérêt supplémentaire à cette logique, parce qu'on voit qu'il y a une véritable logique de fracture qui est en train de se mettre en place au sein de l'Union européenne, entre les pays dits de l'Est et ceux plus occidentaux. On voit que justement l'Allemagne vient de jeter un pavé dans la mare de cette espèce de consensus, cette espèce de logique supérieure que peuvent avoir la France, l'Angleterre et l'Allemagne par rapport à d'autres, parce que pour quelle raison, on n'en sait trop rien. Peut-être parce qu'ils ont été intégrés à l'UE plus récemment et qu'ils ont une espèce de responsabilité ou de devoir d'être de bons enfants sages et d'appliquer ce qu'on leur dit. On se rend compte que là, les choses sont en train de se fracturer de manière importante, et surtout le pavé dans la mare que viennent jeter les Allemands, disant stop.
on est en saturation. Toute cette logique de quota ne tient pas la route. Mais vous, en Hongrie, en fait, concrètement, c'est une logique de passage. Vous pourriez, en Hongrie, on pourrait très bien se contenter de laisser passer ces migrants en disant, allez hop, là, c'est tout droit dans la direction de machin, là, et on vous aide et on s'en débarrasse. C'est quoi exactement? On sent cette volonté, peut-être en Hongrie, de vouloir préserver le reste de l'Europe au travers de ces constructions qui sont mises en place, ce mur, les barbelés, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse-là? Oui, c'est juste, c'est ce qu'a fait la Serbie. La Serbie n'avait aucune bonne raison de garder les migrants, et on allait sur le terrain, on a eu la police serbe qui nous a fait effacer des vidéos, ils fermaient clairement les yeux quand les mecs passaient en Hongrie illégalement, bien sûr, mais je jette pas la pierre aux Serbes, je les comprends très bien, de leur point de vue ils avaient raison de faire ça, je le comprends. Déjà quand l'Union européenne va vouloir leur imposer un camp monstre de 400 000 personnes, enfin, c'est la folie pure, c'est 5% de la population serbe, 400 000, enfin bref, non, mais c'est hallucinant. Et quoi qu'il en soit, voilà, eux ne veulent pas les garder. Ils ont dit, vous voulez aller en UE, allez-y, quoi. Bon. La Hongrie, pourquoi elle n'a pas fait ça? Parce que, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, les Hongrois aiment l'ordre. C'est un peuple qui, il y a un petit côté wannabe allemand. Il y a toujours un petit fantasme envers les Allemands en Hongrie. Un petit complexe par rapport au fait que la Hongrie est quand même, on est plus bon vivant et du coup c'est parfois un peu plus ce bordel. Et donc disons que c'est une bonne zone de transition entre les Balkans et l'Allemagne. Et donc du coup il y avait le côté, oui, la Hongrie va être exemplaire. C'est une crise majeure. Dans une crise majeure, la meilleure politique à suivre, c'est d'être exemplaire. Et donc le gouvernement Orban a décidé de suivre à la lettre les accords de Schengen et les directives européennes, notamment Dublin III. Mais ça a duré un temps, parce que alors que la Hongrie faisait ça, et je suis pas forcément à défendre la police, mais là, les policiers hongrois ont été exemplaires aussi. Vraiment, il y a eu aucune bavure, tout était fait proprement, humainement, etc. La Hongrie a mis les moyens qu'elle n'a pas vraiment, puisque 25% de la Hongrie vit sous le seuil de pauvreté, d'accord? Donc il y a rien qui est légitime qu'on accueille des gens venus de nulle part ou d'ailleurs et qu'on les aide avec des moyens qu'on n'a pas. Bon, bref. Et donc la Hongrie a appliqué les réglementations européennes pour être irréprochable. Problème, en Europe occidentale, il y avait un appel d'air qui se créait avec l'Allemagne qui disait venez, venez, venez. Et en même temps, via la presse occidentale, on en parlait tout à l'heure, il y a eu une diabolisation dégueulasse et injuste de la Hongrie en particulier, en faisant des parallèles douteux, plus que douteux, donc sur les camps, les barbelés, etc. Bref. Et donc, il y a un moment, il y a eu un point de rupture, c'était le 4 septembre, donc il n'y a pas longtemps, où il y a eu le match Hongrie-Roumanie qui s'est passé à Budapest. Et là, il y a eu, dans l'après-midi, il commençait à y avoir, depuis quelques jours, il y avait les clandestins commençaient à manifester devant la gare de Keleti, où ils étaient groupés presque tous. Et là, ça a failli dégénérer, parce que quand des hools sont passés pas loin, la police mobile a dû s'interposer. Ça, c'était encore avant le match. Et le gouvernement, je pense, a eu peur qu'après le match, parce qu'avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Une vidéo qui est publiée à 16h, à 22h, les 10 000 hools l'ont vue. Donc je crois qu'ils ont eu peur qu'il y ait une descente des hools hongrois et roumains ensemble. Donc faut imaginer un peu, alors que c'est les Hongrois et les Roumains, bon, ils ont de vieux contentieux, et on va dire que les plus radicaux, les plus chauds des camarades de Hongrie et de Roumanie sont pas forcément très conciliants les uns avec les autres. On va dire ça comme ça. Il y aurait pu y avoir une descente. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La police a fait diversion en y allant directement gaz lacrymo et canon à eau à plusieurs kilomètres de la gare, là où ils regardaient le match, avant la fin du match, pour les retenir sur place, pendant qu'au même moment, ils réquisitionnaient les bus de la ville pour évacuer tous les clandestins de Keleti et de Budapest vers la frontière autrichienne, directement, avec les bus de la ville. Donc ça, c'était mesure d'urgence, c'est évident. Là, on comprend très bien la démarche. Donc la diversion avec canon à eau injustifié et gaz lacrymogène pour retenir les hools. Et de l'autre côté, ils ont réquisitionné les bus pour dégager les clandestins. Et là, ça a été un point de rupture, puisque ça, c'est la mort de facto de Dublin III. Et là, l'Autriche et l'Allemagne qui crachaient sur la Hongrie à longueur de temps se sont vus accueillir soudainement. Bah tiens, vous les voulez, et ben on vous en donne 8000. Et attention parce qu'il y a la suite qui arrive. Ah, mince. Et là, en une semaine, l'Allemagne et l'Autriche, fermeture des frontières, etc. Donc on voit déjà toute l'hypocrisie qu'il peut y avoir, en particulier au sein des gouvernements allemands et autrichiens.
Et on voit les faiblesses de tout ce système et de toute l'Europe. Le principe des quotas, on en parlait tout à l'heure, pour dire un mot là-dessus, est complètement absurde. Absurde. On va dire à un type, ok, toi tu t'installes en France, toi en Italie, toi en Pologne. Ok, donc le mec il s'installe, ok, et après? Et après il a des chaînes aux pieds? Non, il va où il veut, il est dans Schengen. Donc s'il a, depuis le début il a envie d'aller en Allemagne, il ira. Donc le système des quotas est complètement stupide. Et je rajouterais, on peut pas parler de quotas tant que tous les jours, il y en a des milliers qui arrivent, on sait même pas combien il y en a, on n'arrive plus à les enregistrer, etc. Bon, on voit bien que l'Union européenne est complètement foutue de gérer la moindre crise, et qu'il n'y a aucune entente entre les États, et qu'il y a des vieilles lignes de fracture qui aujourd'hui ressortent en temps de crise. Les vieilles lignes de fracture se remettent en place. C'est le retour aux États-nations, dans tous les cas de figure. Ce qui est capital, sur lequel il faut vraiment insister, c'est que dans cette affaire, le gouvernement hongrois respecte à la lettre les engagements de Schengen, c'est-à-dire que, comme c'est un pays qui a les frontières extérieures de l'Europe, ça fait partie des accords de Schengen, ces pays-là doivent protéger la frontière, l'entrée en Europe. Donc Orban fait son boulot. Alors quand il fait son boulot, on le critique. Quand il prend des positions qui sont pas favorables à l'Union européenne, on le critique. Donc dans tous les cas, de toute façon, il est critiqué par la presse en Occident. Mais il faut le répéter, il respecte à la lettre l'admission de Schengen, effectivement. Alors, toi, tu es allé à la frontière à plusieurs reprises. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as vu sur place ? Alors j'ai vu beaucoup de choses, et puis j'y ai été plusieurs fois, et la situation a beaucoup évolué au fil du temps. Là, depuis le 14 au soir, la frontière est fermée. Elle est fermée physiquement. C'est-à-dire qu'il y a une barrière, donc la fameuse barrière est mise en place maintenant intégralement, dans son intégralité. Elle est comment cette barrière physiquement ? Alors c'est d'abord devant, il y a donc côté serbe, il y a d'abord un rideau de barbelés d'1,50 m, donc c'est un truc standard OTAN, enfin un truc comme ça. Et ensuite derrière, 1 mètre derrière, il y a une barrière de 3,50 m surmontée de barbelés. Et derrière, il y a maintenant déployé l'armée et la police mobile. Voilà. D'ailleurs, une anecdote rigolote, ça va vous plaire. Tout à l'heure, là, avant que je vienne, j'ai vu sur Facebook, il y avait l'ancien Premier ministre hongrois, Gyurcsány Ferenc, qui avait provoqué les émeutes de 2006 à Budapest, qui est allé à la frontière pour faire un discours anti-gouvernement, pro-migrants, etc. Et il y a un endroit où la police ferme encore la barrière, on va dire... avec leur corps, parce qu'il y a pas il y a un chemin de fer en fait, donc il y a pas de barrière juste sur ce tronçon de 10 mètres. Donc c'est la police qui ferme la barrière. Donc lui, l'ancien Premier ministre a passé le cordon de police pour passer côté serbe pour faire son discours. Et ben après il a pas pu rentrer parce que si tu veux aller illégalement en Serbie, vas-y. En revanche tu rentres plus illégalement en Hongrie. Oui, ancien Premier ministre ou pas, tu rentres plus. Et du coup il a dû marcher à pied le long de la barrière pour retourner en Hongrie. Elle fait quelle longueur cette barrière justement ? 176 km. Donc c'est tout le long de la frontière entre la Hongrie et la Serbie. D'accord. Voilà. Une barrière, ça se franchit, même s'il y a des barbelés. Si des gens s'accrochent aux barbelés pour éventuellement sauter par-dessus, quels sont les ordres donnés à l'armée et à la police de tirer ? Non, Orban l'a redit, l'armée ne tirera pas. En revanche, il y a des troupes maintenant déployées tout le long de façon assez régulière, c'est-à-dire que toute la frontière est visuellement sous contrôle, jour et nuit. Et du coup, si quelqu'un touche la barrière, c'est considéré comme une dégradation, et depuis le 15 septembre, c'est un acte criminel. Donc passer la frontière illégalement est un acte criminel. Toucher la barrière, donc la dégrader en fait, techniquement parlant, c'est un acte criminel. Autrement dit, quelqu'un qui passe en Hongrie en passant la barrière commet 2 actes criminels, et donc non seulement il ne peut rien demander, mais il va être expulsé après enregistrement. Donc on va prendre ses données biométriques, et si il insiste, on va dire, il peut faire de la prison ferme, plusieurs années. Maintenant, la Hongrie respecte les règles internationales. Il y a toujours des postes frontières auxquels on peut se présenter pour entrer légalement dans le pays. Il n'y a aucun problème. Vous déposez un statut de migrant, allez-y, il y a un dossier à remplir, mais il faut passer par les douanes. Passer illégalement la frontière en dehors des postes frontières, c'est un acte criminel. C'est les Serbes qui doivent être contents, là. Eh ben, j'ai parlé avec beaucoup de camarades nationalistes serbes et qui sont très, très contents, très favorables à ça, puisque si la Hongrie dissuade efficacement les migrants de passer par là, ça veut dire qu'il faudra qu'ils trouvent une autre voie que la Serbie, au moins en partie, c'est-à-dire que le nord de la Serbie sera préservé par cette barrière. Et donc les camarades serbes sont aussi très, très contents de cette mesure et la soutiennent. D'accord. Eugène ? Alors, je crois qu'il y a des camarades français aussi qui ont aidé
comment on pourrait appeler ça, j'allais dire un shérif, un responsable de la police locale, c'est le fan de Clint Eastwood là qui dérape, un responsable de police locale qui n'avait pas beaucoup de moyens au début pour contrôler cette frontière, et je crois qu'il y a des camarades en France qui se sont mobilisés pour lui acheter un véhicule parce qu'il n'avait pas grand chose. Tu confirmes l'information? Alors je la confirme et je l'étaye. Parmi ses camarades, j'en étais. On a fait un appel de fonds en passant par... ils ont eu l'amabilité de mettre leur structure à notre disposition, NCI, la France Rebelle. On a fait un appel de fonds, on a collecté 5 300 €, plus 1 000 € qui arrivent là d'une dame qui veut aider encore après la fin de la collecte. L'idée, c'est qu'en fait, c'est un maire nationaliste qui est fondateur du principal mouvement nationaliste après Jobbik en Hongrie, qui, on va dire, a pris un peu sa retraite politique puisqu'il maintenant il est maire de village et père de famille. Et le destin a voulu que il a été élu à des élections partielles et quelques semaines après son élection, la vague migratoire a commencé. Bon, c'est le destin, hein, je peux pas croire que ce soit le hasard. Et du coup, lui, qui est un expert en communication, a fait énormément de bruit autour de ça. C'est grâce à lui, donc il s'appelle Laszlo Toroczkai. Sa page Facebook d'ailleurs est très intéressante et il y a une page Facebook qui relaie toutes ses publications en anglais, donc traduction quasi immédiate, avec toutes ses photos. Donc lui, il est sur la ligne de front. C'est le premier qui a demandé en Hongrie la construction de la barrière. C'est le premier qui a demandé à ce que la frontière soit surveillée et gardée, parce qu'une frontière, une barrière seule ne sert à rien. On en parlait, ça se franchit une barrière. Quelqu'un qui veut vraiment, il peut. C'est pas la question. Mais il faut qu'elle soit gardée aussi, en tout cas tant que dure la crise. Et donc, il a fait beaucoup de bruit autour de cette question migratoire. Il en a fait, c'est une question qu'il a portée, lui, au Parlement avec l'aide des députés Jobbik. Donc, il a un grand rôle dans tout ça. On peut le remercier pour ça. Il a fait un grand travail. Et c'est lui qui, donc, voulait avoir... Il a monté, parce que les maires en Hongrie ont beaucoup plus de pouvoir. Ils peuvent, par exemple, accorder ou supprimer des allocations familiales ou ce genre de choses. Et il peut monter aussi une milice municipale. Ce qu'il a fait, donc il a recruté maintenant il y a quatre gardes municipaux, des gardes champêtres techniquement parlant, pour la surveillance exclusive de la frontière. Sur leur tronçon, c'est quand même un tronçon, si je dis pas de bêtises, de 25 km, hein, donc c'est énorme, hein, pour un village de 4000 habitants. Et donc ils avaient une vieille Lada Niva toute pourrie qui commençait à rendre l'âme et qui se faisait, quand ils essayaient de courser les passeurs, elle se faisait dépasser, quoi. Et là, ils ont pu, grâce à l'appel de dons, donc il y a beaucoup de Hongrois et des camarades et patriotes français qui ont donné, et ils ont pu acheter un Toyota Hilux qui aujourd'hui rattrape les passeurs. Et il y a quelques jours, ils postaient fièrement une photo où la garde municipale avait arrêté 5 passeurs qui tiraient bien la gueule. Et ben, c'était une bonne nouvelle, comme quoi ça sert de donner même un peu, à défaut d'être sur le terrain, soutenez ceux qui sont sur le terrain. Est-ce qu'il y a un vrai consensus politique en Hongrie autour de cette politique, celle d'Orban, et par rapport à ce risque migratoire? Est-ce qu'il y a on peut parler de, je sais pas, d'une alliance nationale, ou est-ce qu'il y a une vraie opposition? Est-ce que c'est très tendu à ce niveau-là? C'est une très bonne question. J'en parlais tout à l'heure, la Hongrie, donc, lorsqu'elle se retrouve face à une crise majeure, s'unit en bloc pour l'intérêt national. C'est un instinct, et j'irais même jusqu'à dire qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait une figure particulière. En 56, il n'y avait aucun meneur. Aujourd'hui, bon, il y a Orban qui est chef de gouvernement, qui contre vents et marées maintient sa politique de défense de la Hongrie. Et là, je le cite, on défendra la Hongrie et l'Europe, même si l'Europe ne le veut pas. Il dit, nous, on rêverait d'une Europe différemment que ce que eux sont en train de construire à Bruxelles. On fera ce qu'on peut pour l'Europe, en tout cas pour la Hongrie, là, il y a que nous qui déciderons. La Hongrie ne changera pas éthiquement et culturellement. Non. Ni religieusement. C'est hors de question, c'est non négociable. Donc ça, c'est déjà très fort. Et le Jobbik, donc principal parti d'opposition, le Jobbik, donc le parti radical nationaliste, qui aux élections de l'année dernière a fait 20,5%, aujourd'hui qui a 28% dans les sondages, a fait une manifestation le 5 septembre, pour dire que, même si, évidemment, ils n'étaient pas forcément d'accord avec tout ce que faisait le gouvernement, dans cette situation de crise nationale, il est hors de question de s'attaquer, de mettre des bâtons dans les roues, de s'attaquer au gouvernement, qui soutenait le gouvernement pour la gestion de la crise, qu'il est nécessaire de faire l'unité nationale pour le bien du pays, et tant pis si ça fait gagner la popularité au gouvernement Fidesz. Tant pis. Ça, c'est la question politicienne, et les partis sont qu'un outil. Le but, c'est que on fasse ce qui est le mieux pour le pays. Et donc en Hongrie, il y a cette hauteur politique pour en arriver à dire ça publiquement. C'est quelque chose, encore une fois, qui, pour moi, donne de l'espoir.
zászló csak legények alája. Csapjatok föl Magyarország javára, csapjatok föl fejenként katonának, veszedelem fenyegeti hazánkat. Csapjatok föl fejenként katonának, veszedelem fenyegeti hazánkat. Magyarország, édes hazánk, szép hazánk, aggodalmas tekintettel néz rám. Sose aggódj, szülőföldem lesz elég, aki neked föláldozza életét. Sose aggódj, szülőföldem lesz elég, aki neked föláldozza életét. Eugène? Est-ce que il y a néanmoins en Hongrie comme en France un espèce de lobby antiraciste, voilà, qui serait prêt à accueillir ou qui fait une espèce de contre-propagande contre le, c'est un peu cette unité de salut public qu'on trouve aujourd'hui. Est-ce que ça existe en Hongrie, ça? Alors oui, évidemment, ça pèse pratiquement rien. Justement, c'était ça que je voulais dire. Ça m'est revenu entre temps. C'est lié. Alors que le gouvernement Orban avait beaucoup perdu en popularité sur un an et demi, à cause de nombreuses affaires de corruption, etc., qui, comme par hasard, étaient sorties par des ONG, ce genre de choses. L'ambassade américaine aussi s'est attaquée à des fonctionnaires hongrois. Donc là aussi, on comprend la logique générale des choses. Là, aujourd'hui, un sondage qui date de la semaine dernière, 83% des gens dans le pays soutiennent le gouvernement inconditionnellement dans cette crise. 83%. Alors que il y a quelques mois, Orban était à, je sais plus, 45% de soutien, quoi. Là, on aimerait bien les avoir, hein. Bah, il les a en inversé, en fait. C'est pile l'inverse. Voilà. D'un côté, c'est 17 contre et 17 pour la France, ouais. Donc voilà. Donc, ça nous donne une idée. Et encore, les 17% qui ne soutiennent pas inconditionnellement, ça veut pas dire qu'ils sont contre. C'est juste qu'ils peuvent avoir plus de nuances, mais ils sont pas contre dans l'absolu. Donc, dans le pays, en fait, si vous voulez, les capitales attirent toujours la merde, hein, pour être un peu vulgaire, mais vu les personnes dont on parle, c'est mérité. Évidemment, à Budapest, il y a une opposition, on va dire libérale-libertaire, absolument dans une logique d'autodestruction qu'on voit beaucoup plus en Europe occidentale, qui sont, on va dire, des soutiens inconditionnels de ce que eux appellent des réfugiés. Maintenant, réfugiés, j'ai vu des gens qui avaient un profil de réfugiés, bien sûr, mais ils étaient ultra minoritaires. Même les familles, hein, il y a beaucoup de familles qui étaient pas dans des situations difficiles, et quand on discute avec eux, ils ont des moyens, etc. C'est un choix qu'ils ont fait de migration économique. Après, on peut dire que c'est bien ou c'est mal. Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas des gens en situation de réfugiés. Et de toute façon, là aussi, le gouvernement hongrois a trouvé une très bonne parade. En fait, c'est pas qu'il a trouvé, c'est encore une fois, il suffit de se référer aux textes internationaux. On dit la Hongrie respecte pas les textes internationaux. Justement, si. Quelqu'un qui vient d'un pays sûr n'est pas un réfugié. En Serbie, il n'y a pas de menace ni pour leur vie, à cause de leurs appartenances ethniques, religieuses ou politiques. Non, ils ne sont pas en danger. Ce ne sont pas des gens qui sont légitimement, qui peuvent légitimement demander statut de réfugié en Hongrie. Ni en Serbie d'ailleurs, ni en Macédoine, ni en Grèce. En Turquie, oui, s'ils viennent de Syrie, par exemple. Oui. Et il y a des camps en Turquie. Et à ce moment-là, une solution, ça pourrait être justement de mettre en place une politique internationale de coopération avec la Turquie, où on soutient financièrement, par exemple, la Turquie pour développer des camps à plus grande capacité, avec tout ce qu'il faut pour que les gens vivent bien, ou voilà, qu'ils aient le minimum pour la dignité humaine, etc. D'accord, très bien, je trouve que c'est normal et humain, très bien, mais inacceptable qu'on laisse des hordes, et on parle parfois de milliers de personnes qui passent à la fois la frontière, en groupe par milliers, où on voit 15%, 20%, 30% dans le meilleur des cas, en fonction des vagues, de femmes et d'enfants. Le reste, c'est des jeunes hommes, des hommes entre 15 et 45 ans en bonne santé. Ça, on le dit pas suffisamment, mais ce sont essentiellement des hommes. Et c'est flagrant, c'est flagrant. Vous regardez n'importe quelle vidéo, même les vidéos des médias mainstream, les images parlent pour elles-mêmes. C'est pas moi qui l'invente ou qui le dis par militantisme, c'est la réalité.
Je retiendrai quand même le terme de libéral-libertaire. Je trouvais ça plutôt intéressant. Certaines positions en France, notamment de certains maires, qui disaient nous on veut bien accepter, mais on veut accepter essentiellement des chrétiens. Est-ce que ça tient la route pour vous, ce genre de choses? Est-ce qu'on peut faire ce rapprochement d'un point de vue civilisationnel? Est-ce que les migrants que vous avez rencontrés, pour vous, sont en grande majorité musulmans, ou est-ce qu'il y a également des chrétiens, parce qu'on parle beaucoup justement du massacre et des persécutions des chrétiens en Syrie et en Irak? Ceux que j'ai pu voir en Hongrie ou au nord de la Serbie sont en très grande majorité des musulmans. Mais il y a un peu de tout, puisque j'ai croisé aussi, j'ai croisé un bouddhiste, j'ai croisé quelques chrétiens, des animistes aussi, puis certains qui sont de culture musulmane, mais qui en fait, je les voyais picoler le soir devant la gare, donc bon, ils étaient plus américanisés et déracinés qu'autre chose en fait. D'ailleurs, comme disait un camarade syrien, on récupère une grande partie de la racaille de Syrie. Bon, c'est ses propos, hein. Ça n'engage que lui, je le citerai pas, il veut pas, mais bon. Quoi qu'il en soit, oui, c'est essentiellement des musulmans, toutes sortes de musulmans. Maintenant, ce qui est important, c'est que la question d'accueillir que des chrétiens, je pense que c'est un piège, il faut faire attention. C'est très facile de se dire syrien, quand on est sans papier, on arrive, on dit bonjour, je suis syrien et chrétien. J'ai rencontré des Algériens à la gare. Des Algériens qui disaient, ouais, je suis syrien, ouais. Non, mais je rigole, en fait, je suis algérien, mais c'est trop chiant et tout, vas-y, je dis que je suis syrien. Vraiment, le mec me l'a dit. Qu'un seul regret, c'est pas l'avoir enregistré. J'avais pas mon matos avec moi à ce moment-là. Mais il y en a, et je connais, la communauté algérienne à Budapest, c'est 450 personnes. J'en connais quelques-uns, on discute parfois, je les croise au café. Il y a un vieil Algérien avec qui je discute de temps en temps, et qui me dit, mais c'est terrible, là, c'est déjà, il dit, les Algériens qui vont en France, déjà, c'est beaucoup, c'est de la racaille. Mais alors, ceux qui viennent par là, quand on sait la facilité qu'ont les Algériens pour aller en France de façon légale, s'ils choisissent une voie compliquée, coûteuse, longue et illégale, quelle est la motivation? Bon. Donc c'est une situation très complexe, et donc encore une fois, quand les gens arrivent sans papier à la frontière et à l'enregistrement, ils disent ce qu'ils veulent comme nom, comme date de naissance, comme origine et comme appartenance religieuse, c'est une farce, l'histoire des chrétiens, c'est une farce. Alors c'est vrai par rapport à l'image un petit peu presque d'Épinal qu'on nous présente des réfugiés de guerre syriens ou irakiens, on est bien loin de cette réalité-là, comme tu viens de le dire. Jeanne ? Question naïve, pourquoi ces gens-là qui sont musulmans ne demandent pas asile dans un pays musulman? Je pense à l'Arabie Saoudite, je pense au Qatar, oui, la Turquie. Puisque la Turquie est une zone de passage. Alors, faut être honnête, il y en a beaucoup qui sont réfugiés en Turquie. La Turquie aujourd'hui, j'ai pas les nombres en tête, je veux pas dire de bêtises, mais il y a énormément de réfugiés en Turquie. En revanche, pour d'autres pays, comme il y a beaucoup de réfugiés aussi au Liban et en Jordanie. En revanche, d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, par exemple, qui est quand même un des grands frères, on va dire, dans la région, qui est un pays qui sait pas quoi faire de son pognon. Je crois qu'il y a une déclaration il y a une semaine, je l'ai plus exactement en tête, mais en substance, il y avait un responsable diplomatique saoudien qui disait: on ne peut pas accueillir ces gens-là puisque il y a une trop grande différence culturelle, ethnique, etc. C'est formidable. C'est formidable. C'est une énorme quenelle à l'Europe qui bon. On connaît la quenelle en Hongrie aussi. Ah, quenelle au paprika, ouais. À chacun sa quenelle, Eugène. Oui, toujours sur cette histoire de réfugiés, je vous signale aux auditeurs que Philippe Randa a fait un dossier l'année dernière il en a fait un livre qui s'appelle Le roman noir des réfugiés, et c'est assez drôle parce que il s'est rendu compte que quelquefois, même dans les ambassades, en Afrique notamment, il y avait des kits qui étaient donnés aux réfugiés en leur disant voilà, vous inventez une histoire imaginaire, vous mettez des noms bidons de naissance, etc. Et puis vous dites que voilà, vous avez été persécuté par tel mouvement, par tel... Et puis bon, il finissait en disant, on apprend même qu'au Sénégal, maintenant, ou au Mali, il y a même des réfugiés clitoridiens pour fuir l'excision. Enfin bon, donc on voit bien que derrière tout ça, il y a un pipeau, il y a une volonté. Alors aujourd'hui, maintenant qu'ils sont coincés chez vous à la frontière et que les Serbes vont aussi les rejeter, par où ils vont passer alors tous ces pauvres gens? Alors, où ils vont rentrer? Ouais, et voilà. Alors c'est une vraie question. Là, la barrière en Hongrie vient donc d'être mise en place avec les nouvelles mesures légales pour dissuader. C'est difficile de prévoir l'avenir. Il y a plusieurs possibilités. La première et plus probable, c'est qu'ils passent par la Roumanie.
puisque entre la Serbie, la Roumanie et la Hongrie, c'est la frontière verte, comme on dit, donc c'est du champ, quoi. Donc ça, c'est une possibilité. Maintenant, est-ce qu'ils vont continuer ça? Parce que même s'ils passent pas la barrière en Hongrie, s'ils rentrent de la Roumanie en Hongrie illégalement, les mêmes lois s'appliqueront. Donc, à suivre, sachant que là, ça aussi c'est un article que j'ai vu il y a quelques heures, il commence à être évoqué que la Hongrie prolonge sa barrière au niveau de la frontière roumaine. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est à suivre. Maintenant, moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est pour la Serbie, qui est une espèce de cul-de-sac qui se crée en Serbie, en tout cas pour quelques temps. Il y a l'hiver qui arrive. Les températures vont chuter très vite dans les 30 jours qui viennent. Déjà quand il pleut, parfois, si on passe de 40 degrés il y a 2 semaines à 10 degrés avec la pluie maintenant, avec l'automne qui arrive, ça commence à devenir il y a des situations qui commencent à être tendues, surtout que le nombre de migrants ne cesse d'augmenter. C'est là, dimanche 13, je crois, dimanche 13, en Hongrie, il y en a 5800 qui ont passé la frontière. Et qui ont été attrapés par la police. Attention, hein. Donc c'est juste ceux qui ont été attrapés. Là maintenant la frontière est fermée, donc ils sont en train de s'entasser en Serbie. Et ce qui me fait peur, c'est que ça aboutisse à la création de ce fameux camp qui est en projet par l'UE, que l'UE exigeait de la Serbie, de faire un camp d'abord dans un premier temps de seulement 100 000 personnes. Hein. Ça serait, je crois, la cinquième, la cinquième zone d'habitation en Serbie, pour ensuite en transformer en un camp de 400 000 personnes. Bon, ça c'est de la folie pure. C'est de la folie pure. Ça serait le plus grosse caserne depuis l'époque ottomane, quoi, en Europe. Bon, mais je sais pas. En plus, bon, alors ce qui est intéressant, c'est que bon, la Russie essaye de récupérer un peu d'influence dans les Balkans, et en particulier auprès de la Serbie. Elle essaie de garder de bons rapports avec la Serbie, qui est un vieil... qu'elle a toujours plus ou moins eu. Oui, c'est un vieux partenaire et allié, bien sûr, et elle entretient ça. Donc elle a proposé son aide pour l'établissement de ce camp. Là, je pense que derrière ça, il y a aussi une volonté d'avoir un contrôle sur ce qui peut se passer dans ce camp. Parce que je pense que les Russes sont pas non plus complètement dupes de la situation. Je pense que en ayant un tel vecteur de déstabilisation en Serbie, c'est aussi une manière de toucher dans cette relation et cette logique civilisationnelle qui unit les Serbes et les Russes, de justement perturber tout cet équilibre-là aussi. Et les Russes se sentent directement concernés. Évidemment. Il faut bien voir que si les États-Unis ont besoin d'une Europe vivante mais affaiblie, les Russes, je pense, ont besoin d'une Europe assez vivante, puisque la Russie sans l'Europe n'est rien. La Russie a besoin de l'Europe comme partenaire, et en tout cas, et la Russie a toujours une vieille vue sur la Méditerranée. Et donc les Balkans sont une zone d'influence secondaire dont la Russie peut pas se passer. Elle a déjà beaucoup perdu au cours du XXe siècle dans les Balkans. Elle peut pas laisser la Serbie sombrer de façon définitive, c'est hors de question. Et surtout, plus encore que ça, elle peut pas laisser les États-Unis gagner encore plus en influence en achevant la Serbie et en ayant un camp qui serait sous le contrôle des ONG américaines, par exemple. Ça, c'est pas possible, c'est hors de question. En plus, ça serait une menace directement pour l'Europe et certains de ses partenaires ou pays qui voudraient être ses partenaires, comme la Hongrie, comme la Serbie, la Macédoine, la Grèce, la Bulgarie. Justement, parler des États-Unis dans cette situation-là, ils ont beau jeu aujourd'hui de critiquer la Hongrie dans cette démarche de l'instauration de ce mur. Quand on voit ce qu'ils ont fait avec les Mexicains, et ils sont toujours prêts à donner des leçons aux autres, mais ils ne se les appliquent pas à eux-mêmes. Eugène. Comment on juge en Hongrie cette espèce de larmoiement, cette espèce de culte de l'accueil à l'autre, Bigother, disait Raspail dans la dernière réédition du Camp des Saints. Comment on juge un petit peu cette ce défoutrage total en Occident? Il se pose question sur l'état mental des Occidentaux, les Hongrois? Alors déjà, ça prend pas en Hongrie l'histoire du chouinage sur les réfugiés et les machins, parce que les Hongrois pratiquement tous les Hongrois ont de près ou de loin un parent qui a été réfugié en 56, par exemple. Bon, alors un des arguments principaux des gauchistes en Hongrie, c'est de dire oui, mais les autres pays ont accepté les réfugiés hongrois en 56, c'est à la Hongrie de le faire. Bon, alors déjà, on parle pas du même nombre, et puis on parle pas du même genre de personnes. Des Européens qui vont dans un pays européen fuyant une véritable répression sanglante, c'est quelque chose que y a pas de souci. Il y a pas de souci pour des pays européens d'absorber 200 000 Européens. En revanche,
qu'un pays comme la Hongrie soit contraint d'absorber des dizaines de milliers de non-européens, non, c'est hallucinant, c'est pas possible. Même si on le voulait, c'est pas possible. Ça peut pas se passer bien. Ça peut pas se passer sans heurts, sans problème. Et ça sera bien pour personne, ni pour les Hongrois, ni pour ces immigrants. Parce qu'ils auront pas la vie dont ils rêvent, hein. C'est pas possible, faut pas rêver. Et donc les Hongrois, encore une fois, je l'ai évoqué tout à l'heure, 25% de la population hongroise vit sous le seuil de pauvreté, et on vient nous faire chouiner pour des mecs qui ont des Nike 9 et des iPhone 5. Voire 6. Voire 6, oui, je lui connais pas tant que ça, mais j'en ai vu ils ont ils ont des smartphones bien plus performants que le mien, ça j'ai pu le voir, hein. Et puis, ils ont la 3G partout, hein. Ils s'achètent les cartes SIM qu'il faut, etc. D'ailleurs, parfois, ils rentrent dans les maisons, ils rentraient avant la frontière, ils rentraient dans des fermes isolées pour aller recharger leurs iPhones, par groupe de 15. Bon, donc ça c'est des histoires vraies, ça je pourrais en énumérer pendant longtemps. Et il fallait que la police vienne pour les déloger, parce que quand la vieille leur demandait de partir, ils s'en foutaient complètement, hein. Les pousser à l'épaule et puis continuer à regarder leur écran, on n'en a rien à foutre. Bon, ça c'est des histoires vraies, et sur place on disait il y a beaucoup d'hommes, et ces beaucoup sont des éclaireurs. J'ai parlé avec un Bangladais qui me disait oui, mais en fait là je suis arrivé donc dans l'UE maintenant, c'était assez facile, j'ai dit à ma famille de venir. Ah oui, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs? Non, tous mes cousins, on est 43. Donc ils sont en route. Ça c'était il y a 3 semaines, donc maintenant je sais pas où ils sont, mais ils doivent plus être très loin. Donc ça marche pas quand les Hongrois, le SMIC en Hongrie c'est 290 €. Ça marche pas d'essayer de leur faire avoir de la peine pour des gens qui ont des smartphones qu'eux ne pourront jamais se payer. Non, ça marche pas. On l'a vu récemment, les grandes manifestations des pays dits de l'Est, justement, on retrouve essentiellement la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque. Quel regard vous portez par rapport à ça? Quelle vision vous avez de cette logique politique et jusqu'où on peut aller justement dans cet affrontement, cette fracture actuellement au sein de l'UE entre ces pays dits de l'Est? Et on reviendra, parce qu'il y a une vraie raison historique à cette attitude-là. Elle tombe pas du ciel par hasard. Elle remonte à loin, cette logique d'autodéfense, en tout cas de volonté de vouloir se préserver et préserver son identité et sa culture. Comment ça fonctionne actuellement en termes de réseau, en termes de tout ça, en termes de fonctionnement de toutes ces manifestations, et qu'est-ce qu'on y retrouve, et parce qu'elles sont assez conséquentes? Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce que vous savez un petit peu comment ça se déroule? Alors oui, là il y a eu une manifestation il y a quelques jours à Varsovie. Il y a une manifestation le 19 à Budapest. Il y en a déjà eu une au mois de juillet, une encore début septembre. Enfin bon, les manifestations se succèdent. Il y en a une aussi en Slovaquie. Alors ça, c'est un truc très intéressant, puisque c'est les nationalistes slovaques qui organisaient la manifestation. Mais comme c'est parce qu'en fait, c'est un village de 5000 habitants, une bourgade de 5000 habitants, où ils voulaient mettre 2500 clandestins. Donc le truc c'est que c'est une bourgade qui est à 90% ethniquement hongroise en Slovaquie, et donc les nationalistes slovaques ont organisé cette manifestation et les nationalistes hongrois se sont joints à eux. Cela dit, finalement c'est les nationalistes hongrois qui ont réussi à faire la manifestation, puisque les nationalistes slovaques ont été bloqués par la police slovaque. Et là pareil, confirmation de visu, ils ont été bloqués donc par la police anti-émeute, et donc il y avait 200 nationalistes quand même, hein, donc ils étaient, et puis c'est pas des rigolos les Slovaques, enfin en Europe centrale, les nationalistes en général ils sont comment dire, c'est des costauds. Ils étaient assez chauds, et donc il y a la police anti-émeute qui les ont bloqués à 3 km de la bourgade, sur la route pendant de nombreuses heures jusqu'à tard dans la nuit, et il y avait notamment la police antiterroriste équipée, qui était en arrière au cas où. Bon, pour dire que je crois qu'en Europe centrale, les nationalistes ont une position potentiellement de force. Et en Hongrie en particulier, où il y a le Jobbik qui approche les 30% aujourd'hui, et qui arrive à fédérer tous les mouvements parfois plus radicaux, mais les nationalistes hongrois sont assez disciplinés et savent que le Jobbik joue son rôle on va dire d'organisation parlementaire, et après sur le terrain il y a d'autres organisations pour faire autre chose, chacun son travail, et donc des chiffres, bon là je peux par exemple la manifestation, c'était en juillet, donc à l'époque il y avait que 50 clandestins devant la gare de Keleti, ça fait rigoler aujourd'hui, mais à l'époque c'est déjà inacceptable pour nous, et puis on voyait ce qui venait. Il y a eu organisé en 2 jours, pour un vendredi après-midi, je crois il y a eu 1500 personnes devant la gare, à l'appel des nationalistes. Bon,
Maintenant, pour le 19 à Budapest, je sais pas combien et on peut attendre, mais je pense qu'il y a un 3, 4, 5 000, c'est tout à fait envisageable. À Varsovie, j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois qu'ils étaient pas mal aussi, quelques milliers. Je crois que ça se limite pas uniquement au mouvement nationaliste. Hein. Justement, Non, il y a une bien vraie sûr. prise de conscience au sein de la société civile qui dépasse largement le cadre des mouvements nationalistes actuellement. Là, on parlait de manifestations, mais après, au-delà de ça, moi, par exemple, j'ai des amis ou des cousins apolitiques, complètement apolitiques, qui passent leur vie d'étudiants à faire la fête, etc., ils m'ont contacté, ils m'ont dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, outre voter pour le Jobbik, est-ce que tu peux faire c'est par exemple, moi je les ai mobilisés pour m'aider à faire des sous-titres ou des choses comme ça. Et ils les ont fait sans problème et ils m'ont dit, s'il faut descendre à la frontière, on le fait, s'il y a besoin de donner, on donne, etc. Donc il y a une vraie, encore une fois, je le redis, il y a une mobilisation nationale et le peuple hongrois fait bloc à 90%. Ouais. Il y a des échéances politiques pour le Jobbik, notamment prochainement en Hongrie? Non, les prochaines élections sont dans 3 ans, donc 3 ans c'est énorme en termes politiques. En revanche, déjà en 2015, on a pu voir lors d'élections partielles une montée en puissance du Jobbik, oui, tout à fait. D'accord. Donc il y a une lame de fond, en particulier dans les campagnes, où le Jobbik est parfois à 40 ou 50% localement. D'accord. Eugène ? Est-ce que le Jobbik a une logique civilisationnelle? C'est-à-dire que nous, par exemple, ici, on n'a jamais caché nos sympathies grandes européennes, c'est-à-dire qu'on s'est toujours battu pour un axe Paris, Berlin, Moscou, Budapest, etc. Est-ce que nos camarades du Jobbik sont un peu sur cette ligne-là ou pas du tout? Alors, le Jobbik, c'est dans son programme, est pour la mise en place d'un intermarium, donc un intermarium, donc une espèce d'axe politique entre la Baltique et l'Adriatique et un jour j'espère la mer Noire. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi, c'est un vieux rêve polonais. Les Croates y sont assez favorables, les Slovaques et les Tchèques aussi plutôt. Je pense que c'est quelque chose, on en parlait tout à l'heure d'une émergence d'Europe centrale, quel que soit le nom que ça aura, que ce soit une fédération ou juste une entente ou que ça reste le groupe de Visegrad peut-être, quelle que soit la structure, je pense qu'il y a l'émergence d'un bloc en Europe centrale. Et ça, oui, c'est dans le programme du Jobbik, dans sa vision, qui, contrairement à d'autres mouvements nationalistes ou en Hongrie, bon, il y a des mouvements qui sont irrédentistes, donc là, moi, je suis pas forcément sur leur ligne, sachant que malgré tout, les nouvelles générations ont une vision de plus en plus européenne, puisque je crois qu'aujourd'hui c'est de plus en plus clair, et c'est ce qui permet par exemple de discuter sans problème avec des Slovaques ou des Serbes ou des Croates, ou même des Roumains, où on se dit, on s'en sortira pas seul. Aucun de nous ne s'en sortira seul. C'est pas possible. On est obligé de collaborer les uns avec les autres, surtout en Europe centrale où c'est une flopée de petits pays, des pays de 5-10 millions d'habitants. Ils vont faire quoi tout seuls? Il y a des villes de Chine qui ont 20 millions d'habitants. Bon. Donc, toute l'Europe centrale, je pense, est amenée de façon naturelle avoir une collaboration, quelle qu'en soit la forme que ça aura, et ça c'est dans le programme du Jobbik. Oui. C'est aussi ce qui me plaît beaucoup. C'est aussi ce qui me plaît beaucoup dans le Jobbik et qui fait que j'en suis porte-parole très volontiers. Mais tu nous parles d'une collaboration des pays d'Europe centrale, mais est-ce que les camarades européens, eux, se sentent une communauté de destin néanmoins avec les camarades européens de l'Ouest? Moi, personnellement, je me sens une communauté de destin, même si je suis pas dans la même ère culturelle ou civilisationnelle, notamment par le poids de l'orthodoxie, etc. Mais je me sens en communauté de destin avec eux, puisque ce sont mes frères européens. Est-ce que c'est ça aussi, c'est réciproque, ou est-ce que l'Europe de l'Ouest, ils voient ça plus loin? Communauté de destin avec les camarades politiques d'Europe de l'Ouest, évidemment. Évidemment, et n'importe quel camarade qui ira en Pologne ou en Hongrie pour un événement nationaliste sera plus que le bienvenu et aura les joies d'être un hôte mis à l'honneur. En revanche, le positionnement par rapport à une Europe occidentale atlantiste est de plus en plus dur, et ce même au-delà des cercles politiques radicaux. Il y a de plus en plus une colère mêlée à une déception par rapport à l'Union européenne et ses principaux représentants, ses porte-étendards que sont la France et l'Allemagne en particulier. Donc c'est malheureux dans un sens. D'un autre côté, c'est une bonne chose qu'il y ait un rejet de l'atlantisme, même auprès des gens qui n'ont pas forcément une vision géopolitique. Bon, il y aura, je pense, beaucoup de travail pour réparer l'Europe plus tard, mais d'abord, il faut éteindre le feu. Quand la maison brûle, c'est la priorité. Vous avez déclaré justement en parlant du Jobbik, et là je vous cite, nous n'avons rien en commun avec le Front National ou le FPO autrichien, eux veulent changer des choses dans le système, nous voulons changer le système. Il y a une vraie volonté de faire table rase du passé justement. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation avec un certain opportunisme qui peut permettre de faire table rase du passé?
Peut-être, et c'est justement une des choses qui me donne de l'espoir, c'est que beaucoup m'ont contacté sur les dernières semaines en me disant ça y est, c'est la fin, c'est l'apocalypse, c'est l'invasion, etc. Moi, je leur dis mais non, justement, moi je n'ai jamais ressenti autant d'espérance. Pourquoi ? Parce que cette situation possible qui pourrait mener possiblement à un certain chaos ou désordre serait justement l'occasion de faire tomber des barrières que par le cadre légal et civil on ne pourrait pas. On va pouvoir s'imposer. On le voit déjà, de toute façon, la montée du radicalisme politique en Europe centrale, en particulier. Pour rester là-dessus, c'est quelque chose de visible. Ça se ressent. On peut le voir aussi bien dans les sondages. On peut le voir aussi bien sur la popularité des pages Facebook des partis politiques radicaux. On peut le voir aussi dans la droitisation. On va dire ça. J'aime pas trop, mais on se comprend entre nous. La droitisation des discours dans les médias d'Europe centrale et dans les discussions de bistrot ou de famille, etc. Ça se ressent, c'est une évidence. Donc, moi, je pense que cette crise est justement quelque chose qui peut nous permettre de nous révéler et nous permettre ça peut nous ouvrir des portes. Ça peut nous ouvrir des portes. Donc, je m'en réjouis quelque part, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Ça peut être un tremplin. Eugène. Le Jobbik a combien de députés au Parlement européen ? Au Parlement européen, ils en ont 3. Comment tu expliques que, par exemple, Marine Le Pen, qui a galéré pendant des années, enfin des mois et des mois pour monter un Eurogroupe, comme on l'appelait autrefois, comment tu expliques le rejet du Jobbik par Marine Le Pen ? Qu'est-ce qu'elle leur reproche ? J'ai beaucoup de très bons camarades au Front National. Je pense que pour cette histoire de groupe européen, je pense que c'est une... Bon, je suis pas un soutien inconditionnel de Marine Le Pen, mais il y a des choses qu'elle fait bien. Là, ça a été quand même très mal géré. Je pense que tout simplement, ça a été mauvaise gestion politique, mauvais calcul, peut-être des pressions qui ont été mal jaugées de la part de certains partenaires ou partenaires potentiels. Le Jobbik était prêt à rentrer dans un groupe avec le Front National. La main tendue n'a pas été acceptée. Bon, sachant que quelques temps après, le Front National a quand même proposé au Jobbik finalement de quand même travailler ensemble, etc. Enfin bref, je pense que c'est simplement une maladresse politique, on va dire. C'était pas sur des faits, enfin c'était pas sur des reproches politiques ou sur des clauses du programme cet accord a échoué. Je pense qu'en partie si, c'est-à-dire que s'il y a pu y avoir des hésitations qui ont conduit à un manque de coopération, c'est en particulier à cause de l'image du Jobbik qu'elle peut avoir en Occident, et comme je disais encore une fois, à cause peut-être de la pression de certains partenaires ou partenaires potentiels qui eux en revanche sont intransigeants par rapport à certaines positions. Je pense notamment à la position sur le sionisme. Le Jobbik est un parti anti-sioniste, ouvertement. En Hongrie, on peut l'être, c'est pas un problème. On peut l'être parce que c'est une question politique internationale comme une autre, après tout. C'est tout. Donc voilà, le Jobbik est antisioniste. Après, tout à l'heure, on parlait... vous me citiez là tout à l'heure. Oui, le Jobbik, notamment, est contre et pour changer la démocratie telle qu'elle est maintenant. Pour passer dans une première étape serait, par exemple, c'est dans leur programme, de retirer le droit de vote aux personnes qui n'ont aucune qualification, formation ou diplôme. Voilà. Ça serait une première étape pour réformer la démocratie, on va dire. Et ça va dans un bon sens, moi je pense, parce que je suis plutôt, on va dire, j'ai des tendances un peu monarchistes. Quand je dis monarchiste, c'est pas Royco, je suis pas pour le retour de Louis XX ou je sais pas quoi. Mais sur le principe politique d'un monarque, on va dire, avec un parlement pour gérer les questions intérieures, et un monarque à la François-Joseph qui disait ce n'est pas le parlement qui protège le peuple de l'empereur, c'est l'empereur qui protège le peuple du parlement. Donc pour moi, c'est ça le rôle d'un monarque, d'avoir des visions à long terme, alors que le Parlement réglera des questions de politique politicienne. Est-ce qu'on n'est pas justement en Hongrie un peu nostalgique d'une certaine logique d'empire, où la Hongrie avait une autre... On parlait d'Autriche-Hongrie, on parlait d'empire. Est-ce qu'on n'est pas en quête un petit peu de tout ça aussi ? En tout cas, dans cette logique politique, à lutter contre cette démocratie-là, de retrouver un pouvoir plus lié à une élite peut-être ? Si, absolument. Et ça va au-delà des partis politiques. C'est-à-dire que j'ai pu avoir des discussions même avec des gens, on va dire, qui se classifient eux à gauche, qui me disaient que bon, une nouvelle forme de monarchie, ça serait pas mal parce que il y a une espèce de nostalgie peut-être un peu fantasmée, évidemment, puisque personne de vivant aujourd'hui ne l'a connu, ou très peu, si j'en connais. Je connais une personne qui a connu encore la monarchie, mais enfant. Mais donc il n'y a pas de, comment dire,
il n'y a pas un tabou sur la monarchie, il n'y a pas une espèce de culte de la démocratie ou de la République. La République de Hongrie a 25 ans. Avant, c'était la République populaire socialiste de Hongrie, et avant, c'était la monarchie. L'amiral Horthy, durant l'entre-deux-guerres, c'était la régence. Mais techniquement parlant, la régence, c'est une monarchie. Et c'était une des dernières périodes de force et de faste en Hongrie. Et sous l'Empire d'Autriche-Hongrie, à partir de 1867, quand l'Empire d'Autriche est devenu l'Empire d'Autriche-Hongrie, suite à un formidable travail de l'impératrice Sissi, c'était pas juste une poupée faite pour faire joli, c'était une vraie femme politique. La transformation en Empire d'Autriche-Hongrie, qui en plus était prévue pour devenir une fédéralisation, qui a échoué avec la Première Guerre mondiale et qui n'a pas plu à certains occidentaux français, anglais, américains, qui ont détruit l'Empire des Habsbourg. Oui, il y a une forme de nostalgie de la monarchie, ou en tout cas d'une période où simplement, encore une fois, les Hongrois aiment l'ordre et la paix. Une période, voilà, où la Hongrie était pas que la Hongrie, mais en tout cas en particulier la Hongrie était riche et puissante et en paix et en ordre. Le Jobbik se retrouve un petit peu dans cette analyse-là et dans cette vision un petit peu impériale de l'histoire de la Hongrie, de ce qu'elle pourrait devenir aussi. Ah, la Hongrie n'a jamais été un pays impérial au sens, elle n'a jamais été impérialiste. Voilà. Donc, attention, non, je précise parce que je sais que c'est un terme glissant, on va dire. Oui, on pourrait dire que le Jobbik est crypto-monarchiste. Oui, oui. D'accord. D'ailleurs, je préciserai, le président du Jobbik, Vono Gábor, est quelqu'un qui a, bon, c'est un homme que je respecte et que j'admire beaucoup, qui a une grande spiritualité, qui est un traditionnaliste. Et un Européen convaincu, donc lui aussi a une vision au-delà de la Hongrie, mais bon, son rôle premier est évidemment de mener les troupes pour l'avenir de la Hongrie, mais c'est quelqu'un qui a une grande spiritualité et de ce fait pense que le pouvoir terrestre doit être en lien, ne peut pas être complètement détaché d'une spiritualité en tout cas. Logique de droit divin. Peut-être pas de droit divin, c'est peut-être exagéré de dire ça, mais la Hongrie a une spiritualité particulière aussi. Hein. Les Hongrois sont toujours très païens en fait dans l'âme, même s'ils sont chrétiens. Par exemple, en Hongrie, c'est la Hongrie qui a inventé le sécularisme, donc pas la laïcité, mais le sécularisme. C'est la Hongrie qui, en 2012, a mis en place des lois de blasphème par rapport au drapeau, à l'hymne et à la Sainte Couronne de Hongrie. La Sainte Couronne de Hongrie reste le symbole du pouvoir en Hongrie. La couronne est au Parlement, sous le dôme du Parlement de Budapest. Et même le Parti communiste hongrois, dans une déclaration, s'il parle de la couronne, parlera de Sainte Couronne de Hongrie. Elle fédère tout le monde, et il y a vraiment une spiritualité de Hongrois, au-delà que qu'ils soient catholiques, calvinistes, animistes ou orthodoxes ou autres. Il y a véritablement une unité spirituelle des Hongrois qui vient du fond des âges. C'est quelque chose d'étrange, mais très intéressant. Jeanne ? Ouais, je voudrais revenir au cas des réfugiés. Je refais un grand saut, mais depuis tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui me turlupine. Tu dis, bon, j'en ai rencontré, mais ils sont assez minoritaires, les vrais réfugiés politiques, notamment les Syriens. Ces gens-là, alors, ils fuient quoi? Ils fuient Bachar el-Assad ou ils fuient Daesh? Ah, je vais pas parler de réfugiés politiques, hein. J'ai même le terme réfugié, moi en Hongrie, il n'y a personne qui soit réfugié, parce qu'encore une fois, et cette logique est imparable, tous ceux qui viennent de Serbie ne sont pas des réfugiés. C'est tout. C'est des gens qui cherchent une vie meilleure. On peut le reprocher, on peut le comprendre, on peut l'accepter, le soutenir même. D'accord, ça c'est une position adoptée, mais ce ne sont pas des réfugiés par rapport aux lois internationales, ce n'en sont pas. C'est tout. Donc c'est clandestin. Il y en a qui, on va dire, avaient un profil de réfugiés. Il y avait quelques familles un peu malheureuses ou etc. ou un peu mal en point, etc. Bon, eux, ils reçoivent de l'aide en priorité et il y a personne qui est maltraité ou qui souffre en Hongrie. Il faut arrêter les conneries. Hein. Ça, c'est la médisance totale et illégitime. Donc, comment dire? Non, quand on discute avec des personnes qui se disent syriennes en Hongrie, on comprend très vite que ceux qui parlent anglais, parce qu'ils parlent pas tous anglais, ceux qui parlent anglais, quand on leur pose des questions différemment, sous différents angles, c'est toujours la même réponse avec les mêmes mots qui reviennent, etc. C'est un discours appris par cœur. Et tous me disent « Ah, j'ai fui Alep, où Bachar el-Assad nous bombardait et on a dû fuir, donc je suis un réfugié, aidez-moi. » C'est là aussi, encore une fois, on peut le reprocher ça ou le comprendre qu'ils utilisent cette technique, mais c'est de toute évidence
c'est un discours appris par cœur. Ils disent ce qu'il faut pour, en Europe, pouvoir accéder au statut de réfugié, qui est leur objectif. D'accord. On a cette image aussi, parce qu'il y a des déclarations, et il y a cette peur à juste titre. Est-ce que la possibilité d'islamistes infiltrés, est-ce qu'il y a des choses comme ça, est-ce qu'il y a des choses qui sont, je vais pas dire palpables, parce que ce serait idiot comme analyse, mais est-ce que pour vous c'est une réalité, une évidence? C'est une évidence. Bien sûr. À partir du moment où, par jour, il y a des milliers de personnes qui peuvent entrer sur le territoire sans contrôle, évidemment. Et ce, sur des semaines, des mois et des mois, ça s'est fait. Donc, évidemment, ils ont eu tout le loisir de faire entrer qui ils voulaient, comme ils voulaient, et j'ai envie de dire, avec ce qu'ils voulaient. Là, j'ai 2 exemples à vous donner. Il y en a un, il y a une chaîne télé nationaliste, N1 TV, en Hongrie, ils l'ont sur vidéo, il y a un garde de la gare une autre gare de Nyugati à Budapest, qui a trouvé un sac abandonné où il y avait des cartouches dedans. Et c'est un sac de migrants. Bon, on se balade pas avec des cartouches juste pour traverser le monde pour demander un statut de réfugié. Bon, donc ça c'est un exemple. L'autre exemple, c'est quand un jour j'ai parlé en off avec un militant pro-clandestin qui faisait sa ronde de nuit à la gare, qui me disait que c'était au début de la construction du mur, c'était juste après l'annonce de fin de la barrière. Il me disait que lui, il était pour. Je dis, tiens, mais pourquoi? Moi, je jouais le gauchiste. Et je lui dis, mais pourquoi? Mais la barrière, quand même. Il fait, non, mais si, c'est important. Parce que il faut absolument aider les réfugiés. Il faut faire le tri de ceux qui veulent juste immigrer. Il faut les aider, mais il faut faire le tri, les enregistrer correctement. Mais il faut surtout se prémunir des assassins et des terroristes. Et le mec était inquiet, c'est un gauchiste, le type, hein. C'est un volontaire, un bénévole qui passe sa nuit à faire les rondes pour aider les migrants, etc. Donc on peut pas le taxer d'être un taré islamophobe ou je sais pas quoi. Le mec distribuait des sandwichs halal avec le sourire juste avant. Non, et le mec disait oui, j'ai peur, il faut le mur parce que ça permettra de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, j'ai envie de dire, de son point de vue, hein. Donc oui, il y a évidemment un vrai problème, une vraie menace, mais j'ai envie de dire, on se réveille un peu tard, hein. Oui, c'est ça, on se réveille un peu tard, hein. Parce que là, depuis le début de l'année, juste par la Hongrie, il y en a 222 000 qui sont rentrés. Officiellement, parce qu'il y en a qui sont passés à travers la maille du filet avant qu'il y ait la barrière. Donc qui ont pu clandestinement aller jusqu'en Autriche ou en Allemagne sans se faire choper par les flics. Pour préciser un petit peu votre action, votre rôle d'ambassadeur, entre guillemets, de cette situation-là, de vos témoignages que vous pouvez amener aux auditeurs français, que ce soit sur Méridien Zéro ou ailleurs, on peut aussi parler de TV Liberté, parce qu'on a cette chance sur Méridien Zéro de pouvoir parler de TV Liberté sans se faire virer. Un deuil à quiconque, voilà. Et de se dire aussi que, vous êtes ce relais-là, et aujourd'hui, TV Liberté vous offre aussi les moyens de pouvoir être ce relais, de pouvoir témoigner, d'être sur place et de pouvoir ramener des images. Vous serez d'ailleurs prochainement diffusé sur leur antenne. Tout à fait. TV Liberté m'a donné l'opportunité de réaliser un long reportage de terrain tout l'été en Hongrie avec plusieurs camarades. On est en train de finir le montage. Normalement, c'est le vendredi 18 que le reportage devrait être diffusé, normalement. C'est un grand angle de 40 minutes qui vous permettra d'avoir plus de réponses sur cette question migratoire, avec de nombreuses images, donc on a faites nous-mêmes, etc. Puisqu'on l'évoque, j'en profite pour les remercier puisqu'ils nous ont permis de nous équiper en grande partie. Et ils font un travail, je pense, très intéressant et qui est digne d'être suivi. Donc oui, voilà. Grâce à TV Liberté, on a pu faire un super reportage de terrain et j'espère vous plaira et vous sera utile à tous. C'est important de signaler le rôle aujourd'hui de TV Liberté comme média alternatif et le travail que tous accomplissent pour accompagner et rétablir certaines vérités. Eugène ? Oui, François, en Occident, si tu as bien suivi les choses, et je sais que tu le fais avec une grande précision, tu as vu que l'opinion française est travaillée au corps depuis 15 jours, 3 semaines, à cause de l'image qui a été diffusée sur le net, de ce gosse qui est mort sur une plage. Est-ce que tu as une idée, est-ce que tu sais ce qui s'est passé, toi, avec ce gosse? Parce qu'il y a maintenant, la vérité, on la sait, puisque le Wall Street Journal l'a révélé. Mais est-ce que toi, tu as travaillé un petit peu sur cette enquête qui a fait un peu, qui fait frétiller le monde politique, associatif, du showbiz, etc., en France notamment? Alors moi en particulier, j'ai pas travaillé dessus, mais j'ai suivi un peu comme tous les gens impliqués du milieu. Donc voilà, j'ai eu accès aussi aux mêmes informations. Je crois l'histoire que ça faisait 3 ans qu'ils étaient dans un camp en Turquie, que c'était pour le père voulait tenter l'aventure de la traversée pour avoir des soins dentaires, et surtout le pompon, c'est qu'ils sont retournés en Syrie pour enterrer le gosse.
Si on est réfugié, a priori, on retourne pas de là où on vient, quelle que soit la raison, si ce n'est pour aller se battre. Bon. Donc évidemment cette histoire, bon c'est malheureux évidemment, ça sert à rien de le dire, c'est une évidence. Personne ne se réjouit de la mort d'un gosse, c'est horrible. Mais la manipulation médiatique qui était faite autour, je pense, et je pèse mes mots, est criminelle. Elle est criminelle d'une part directement parce que c'est dégueulasse d'exploiter une image pareille pour en plus faire peser sur les épaules de tout un continent. Une culpabilité injustifiée, et d'autre part c'est dégueulasse parce que les buts pour lesquels c'est fait, c'est-à-dire outre la culpabilisation, c'est pour justifier que tout le monde puisse venir en Europe et qu'en plus on les aide pour ce faire. Bon, c'est de la folie pure. Et c'est là que c'est à nous de répliquer, même si c'est à plus petite échelle, mais c'est amené à s'étendre puisque la sauce commence à prendre. On en parlait tout à l'heure, au moins en tout cas en Europe centrale c'est quelque chose qui se sent, mais en Europe occidentale aussi, mine de rien. C'est juste que les gens peut-être l'assument moins, mais beaucoup n'en pensent pas moins pour autant. Il y a quand même de plus en plus une ouverture, je pense, une place pour la réinformation, comme on l'appelle. C'est peut-être un nom qu'on peut discuter, mais on comprend ce qu'il y a sous cette étiquette, que ce soit Méridien Zéro, où on parlait tout à l'heure de TV Liberté, et puis je vais pas les citer, mais il y en a une flopée de médias qui ont tous toutes sortes de mérites, qui touchent des publics parfois un peu différents, et c'est important d'ailleurs justement d'avoir une toile interconnectée, mais qui touche un peu tout le monde, parce que on est dans une véritable guerre des images. Tout à l'heure, je disais que le rideau de fer était remplacé par un rideau d'encre. La presse, aujourd'hui, c'est le véritable pouvoir. Les politiques suivent. C'est pas les politiques qui ont dit « Regardez ce pauvre petit enfant mort ». Non, les journaux l'ont fait en masse. Ils se sont relayés les uns les autres, ont repris le truc de la même façon, puisque ceux qui ont fait ça, je pense pas qu'il y ait une pyramide. Il n'y a pas quelqu'un qui en haut a dit à tous les journaux de la planète « Utilisez cette image pour dire ça ». Simplement, les gens qui dirigent les journaux sont façonnés de la même façon. Ils fonctionnent pareil. À nous de faire pareil. De notre façon, en disant que, bon, ça c'est une chose, c'est une image, mais des images, il y en a beaucoup d'autres. Ça sert à rien de mettre les gens face à leur propre hypocrisie, parce que quand quelqu'un réagit de façon émotionnelle, ça ne sert à rien d'essayer de le raisonner, je pense. C'est la perte de temps. En revanche, ils veulent jouer sur l'émotionnel, mais nous aussi on peut jouer sur l'émotionnel. Sans tomber dans la dramatisation excessive et malhonnête, il y a des images qui parlent d'elles-mêmes. Et des images qu'on ne voit pas dans la presse mainstream, des images par exemple où, et là aussi je suis pas un fanatique anti-islam, pas du tout, mais quand il y a 300 personnes devant la gare de Kality qui gueulent Allah Akbar, bon, c'est normal? Non. Lorsque des clandestins qui viennent d'être débarqués d'un train se mettent à caillasser le prochain train qui passe avec du ballast, c'est normal? Non, on ne montre pas ces images. Elles sont accessibles, Quiconque veut les trouver, les trouvera très facilement, que ce soit sur ma page ou sur beaucoup d'autres médias alternatifs. Et donc des exemples comme ça, je peux montrer plein. Pareil, il y a une photo, on a des infiltrés dans les groupes fermés, les groupes secrets Facebook d'aide aux migrants, on a nos taupes, il faut faire du renseignement, c'est normal. Ils ont certainement les leurs aussi, c'est de bonne guerre. Mais donc il y avait une affiche qui avait été posté à un endroit où normalement on peut pas accéder pour faire des photos, et eux avaient fait une photo pour dire, c'était en anglais, en arabe, et ils cherchaient des traducteurs pour d'autres langues. C'était un message destiné aux clandestins, donc je dis bien de la part des ONG qui veulent aider les clandestins qui squattent à la gare de Kality. Et ils demandaient des traducteurs pour traduire le message suivant. S'il vous plaît, n'usez pas de violence contre les bénévoles, ils sont là pour vous aider, il peut y avoir des différences culturelles, blablabla, etc. Bon, je suis désolé, quand on est réfugié ou quoi, différence culturelle ou pas, quelqu'un qui vous aide, on le tape pas. Enfin, je sais pas, c'est pas quelque chose qui me paraît défendable comme chose. Bon, donc voilà, ça c'est des choses que, évidemment, la presse mainstream ne dit pas, ne relaie pas. Il y a peut-être que RT qui, de temps en temps, montre certaines images un peu plus... qui vont un peu dans notre sens. Là aussi, je fais le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que la Russie a intérêt à ce que l'Europe ne soit pas complètement déstabilisée. Et en particulier, pas ceux des pays qui voudraient être ses partenaires. Bon, la Russie, ça l'emmerde de perdre des partenaires, c'est compréhensible. Et donc, forcément, elle essaie de montrer un peu un autre visage, mais elle va pas non plus jusqu'à se mouiller au point d'autres médias dissidents, ça c'est sûr.
Oui, sur la communication qui a été montée autour de l'image de ce gosse qui a mis le feu à la presse en Europe. Moi, ça ne m'étonnerait pas, j'en suis même persuadé que on l'apprendra dans quelque temps peut-être, que c'est quelque chose qui est monté par une société de communication, comme ça l'a été à plusieurs reprises ces dernières années. Volkov avait travaillé sur ces sujets-là, et notamment c'est exactement le même scénario qui s'est passé au moment de l'invasion du Koweït en août 90. Les Américains, il faut le savoir, au début, notamment l'opinion américaine était hostile à l'intervention de l'armée américaine dans le Golfe. Et un jour, on a vu à la télé une nana venir pleurer avec et en disant que finalement, elle avait vu les soldats irakiens, rentrer dans la maternité de Kuwait City, sortir les nourrissons des berceaux pour les mettre par terre, les embrocher à la baïonnette, etc. Bon. On apprend que finalement c'est un bobard, que la fille c'est la propre fille de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite aux États-Unis, que c'est un bobard qui a été monté par une société de communication qui s'appelle Hill & Knowlton. On l'a su bien longtemps après. Rebolote au moment de la guerre dans les Balkans, où il a fallu, on a pris fait et cause évidemment pour les Bosniaques à l'époque évidemment. Il a fallu évidemment donner une image détestable des Serbes. Donc là, on a fait appel à une autre société américaine qui s'appelle Ruderfin et qui a employé les mots, les Serbes, il fallait faire des adéquations entre l'épuration ethnique, donc ça rappelle les Serbes, le nazi, le boucher, etc. Donc voilà. Et donc c'est une réputation qui traîne depuis 30 ans. Hein. Donc quand on parle des Serbes dans les médias, c'est toujours le méchant Serbe et le gentil Bosniaque. Hein. Donc ils ont été chercher des images de Serbes, de Bosniaques détenus dans des camps. Alors évidemment, on en voit un qui est mal habillé derrière des barbelés. Donc évidemment, on met d'autres images de la guerre en corrélation. Vous voyez, il y a toute une guerre des images, toute une guerre des mots. Et autour de ce gosse, moi je suis intimement persuadé, je peux me tromper, mais je suis intimement persuadé qu'une société de communication a travaillé de manière émotionnelle, puisqu'évidemment à chaque fois qu'on touche les enfants, c'est ce qui s'était passé aux États-Unis pour la guerre du Golfe, l'opinion leur avait dit qu'est-ce qui justifierait l'intervention américaine pour vous dans le Golfe. Ils avaient dit seulement et seulement si les enfants étaient touchés, etc. Ça n'a pas raté, c'est autour de ça qu'ils ont travaillé. Et je suis intimement persuadé que dans l'histoire de ce gosse qui est victime d'un fait divers tragique, évidemment, il y a quelque chose comme ça qui s'en approche. C'est pas possible autrement. En tout cas, la vitesse à laquelle la chose s'est propagée, et quand on voit l'empathie et ce virage qui s'est mis en place en faveur justement des migrants, on ne peut que cautionner cette analyse. Oui, je suis tout à fait d'accord, bien sûr, mais c'est évident que c'est quelque chose qui est coordonné, en tout cas dans une certaine mesure, mais encore une fois, je pense qu'il y a c'est pas un complot, hein. Non, là-dessus, hein. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a une façon de fonctionner qui implique ce genre d'épiphénomène à des moments où c'est nécessaire. Oui. Et là-dessus, je rebondirai je reparle du discours d'Orban du 7 septembre, où il a dit attention. C'est un discours devant ses ambassadeurs, c'est la rentrée des ambassadeurs hongrois. Il disait attention à ne pas prendre ou accepter des décisions prises du fait d'images, parce que ça mène nécessairement à de mauvaises décisions politiques, puisque la politique c'est la raison, c'est comme ça, c'est pas l'émotion. Il y a une place pour l'émotion, il y a une place pour la raison, voilà. Et mettre l'émotion au sommet de la politique, c'est criminel. Voilà. Là, vous êtes en France pour quelques jours. Vous l'avez dit, vous avez eu quelques conférences et quelques allocutions récentes. Quelle perception vous avez justement au niveau en France actuellement de la réception de vos propos et de vos témoignages ? C'est une bonne question. En fait, j'ai eu beaucoup de retours positifs, ce qui m'a fait très plaisir et qui m'a encouragé. Tout à l'heure, je l'ai évoqué, j'espérais clôturer là-dessus, c'est la note d'espoir. Encore une fois, pour moi, le fait que les lignes bougent, c'est justement ça qui fait que c'est une ligne d'espoir. L'Europe est capable de gérer énormément de choses. Il faut simplement qu'elle s'en donne les moyens. Et là, justement, peut-être qu'elle est en train de commencer à se donner les moyens. Et ça commencerait par l'Europe centrale, qui, elle, se donne les moyens, malgré les réprimandes des grands frères de l'Ouest. Donc peut-être que ça, justement, ça pourrait être... ce qui démarre une nouvelle politique et qui irait plus dans notre sens, en tout cas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de l'espoir. Et je crois que quand j'ai fait 2 conférences, là, en France, donner une note d'espoir, il y a des gens qui sont venus me remercier à la fin pour me dire, vu le sujet de la conférence, je m'attendais à avoir le moral dans les chaussettes à la fin. Et en fait, merci, parce que, oui, peut-être qu'il y a de l'espoir, peut-être que les choses bougent, peut-être que, voilà, il n'y a pas de fatalité. Mais je crois que votre témoignage est un
une leçon d'engagement. Alors c'est vrai que dans les pays dits de l'Est, qui sont confrontés, je dirais, de manière très pratique à cette réalité, celle qu'on vient de décrire, que vous venez de décrire, nous, on vit dans un certain confort. Et c'est certainement ce témoignage-là, par rapport à tous les travers du militantisme moderne, et notamment pour les jeunes, au travers de la virtualité des réseaux sociaux et de choses comme ça, qui doit appeler à un engagement vrai, un engagement pratique, à dépasser justement ce simple fait de liker, comme on dit, ce simple fait de faire dans l'analyse vite fait, de poster une image et d'avoir l'impression d'être un pur militant, voire un vrai révolutionnaire, de se dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus ergoter. Cette logique du grand remplacement, elle est en place, elle est même bien avancée, et qu'il y a un véritable enjeu civilisationnel et culturel qui est en train de se jouer. Et il en va de notre identité, de notre raison d'être aujourd'hui en tant qu'Européens. Et je crois que votre témoignage est là pour justement nous encourager et nous donner cette volonté d'aller plus loin et de prendre au-delà de tous les moyens nous avons aujourd'hui, de sortir de cette espèce de facilité, de cette espèce de confort, pour se dire que il faut retrousser les manches et que les vrais enjeux, c'est là, c'est maintenant, parce qu'après, il sera trop tard. Moi, on peut le dire, vous avez 27 ans, je crois, ça, voilà. Avec l'ami Eugène, on a quelques années de plus, mais si on nous avait dit qu'on vivrait en direct le camp des Saints, je crois qu'il y a quelques années, ça nous aurait peut-être pas fait rigoler, mais en fait, on aurait peut-être pu en douter quand même malgré tout, alors qu'en fait, on est là dans le vrai vif du sujet. Eugène ? Je fais attention à ton slogan, parce que quand tu dis le changement, c'est maintenant, on a déjà donné. Hein. On est en plein dedans. C'est pas faux. En tout cas, il nous reste à vous remercier. Alors, est-ce que le soleil se lève à l'est ? On peut effectivement s'imaginer qu'il y a une part de vérité là-dedans. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses et vous savez que vous pouvez compter sur nous pour relayer vos actions sur Méridien Zéro, sur les camarades du mouvement d'action sociale et au plus large sur la mouvance. J'ose espérer en fait que votre témoignage soit véritablement un déclencheur, en tout cas un levier supplémentaire pour pouvoir passer à une logique beaucoup plus pratique. Eugène ? Une fois de plus, les Hongrois nous montrent le chemin. Et une fois de plus, comme fidèles à leur histoire, ils sont l'honneur de l'Europe. Et j'aimerais que nous arrivions... alors je comprends bien la logique civilisationnelle, je comprends bien la logique de monter une communauté de destin dans les Balkans, mais franchement, François, si vous pouviez aussi nous tendre la main et que demain, pour nos enfants, nous arrivions à monter cette grande Europe de Brest à Vladivostok, c'est quand même le combat qui doit nous animer tous. Le mot de la fin peut-être, Ferenc ? Je pense que de toute façon, l'Europe a un destin commun. C'est certain qu'il n'y a pas un bout du continent qui va se sauver sans le reste. Peut-être qu'il y aura une chronologie différente en fonction des différentes régions du continent. Ça, c'est probable. Maintenant, l'entraide, elle se construit déjà maintenant, à notre échelle. Quel que soit ce qu'on peut faire, quel que soit son âge, ses capacités, ses moyens. Il y a énormément de choses à faire. Entre aller sur le terrain, entre aider ceux qui vont sur le terrain, informer, tout simplement, relayer, ou participer financièrement, si on n'a rien d'autre, c'est déjà beaucoup, parce que souvent, ce qui manque, c'est des moyens. Quand on voit en face les moyens qu'ils ont, mais nous, avec des petits moyens, on arrive à faire des choses, proportionnellement parlant, bien plus importantes. Bien plus importantes. Donc, il faut absolument que tout le monde fasse quelque chose. Se lamenter, c'est pas un truc d'Européen. Voilà, je dirais pas c'est qui se lamente tout le temps, mais c'est pas les Européens. Un Européen, il lutte pour son destin. Dans toutes les mythologies européennes, lorsqu'un dieu emmerde un homme, si l'homme, il va combattre le dieu si c'est nécessaire. Il n'y a pas de fatalité, on ne se laisse pas abattre. Il faut absolument toujours relever la tête, parce que là, en plus, c'est pas juste, on va pas lutter pour notre confort, on va pas lutter pour des choses futiles, on lutte pour notre survie. Et c'est d'autant plus dur que c'est pernicieux, puisque aujourd'hui c'est pas une armée qui arrive envahir l'Europe, auquel cas j'ai envie de dire, là je pense qu'il y aurait du monde qui se lèverait, et il y aurait au moins quelque chose, ce serait entre guillemets plus facile si on se faisait attaquer par voie terrestre, ouvertement. Là c'est beaucoup plus difficile, c'est un combat beaucoup plus vicieux, beaucoup plus difficile à mener, et donc il nécessite d'autant plus d'efforts. Et donc c'est à tout le monde de mettre la main à la pâte, que ce soit en rejoignant un groupe, quel qu'il soit, que ce soit en relayant des informations ou en aidant ceux qui sont sur le terrain, en étant sous-marin. C'est aussi très important. Il y a des gens qui ont, je sais pas, une vie de famille ou autre, qui ont un travail ou des responsabilités importantes. Ils ont, à leur échelle, par exemple, ils peuvent disposer d'un certain réseau. Ils n'ont pas besoin de se mouiller. Ils n'ont pas besoin de mettre leur nom ou leur gueule ils n'ont pas besoin d'aller sur le terrain. Mais aider financièrement, donner des réseaux, donner des bons plans, donner parfois des locaux ou des moyens de locomotion. C'est des choses comme ça qui aident. Il faut absolument s'entraider. Et ce sur quoi je conclurai avec deux choses. Dans cette optique encore de militantisme. L'une, c'est d'arrêter de se tirer dans les pattes. Vraiment.
là, j'ai envie de faire le prosélyte hongrois. Prenez exemple sur les Hongrois, l'unité nationale. Là, c'est l'unité continentale. Peut-être le terme est mal choisi parce que bon, bref, pardon, c'était pas volontaire, mais c'est l'unité vraiment européenne. Il faut absolument qu'on dépasse les querelles d'ego, qu'on dépasse certaines rancunes ou rancœurs liées à des toutes sortes de gestions étatiques qui ne dépendent ou qui ne dépendaient pas de nous. Si on n'aime pas quelqu'un, il faut quand même savoir travailler avec. Voilà. Quand on est en guerre, on n'a pas besoin d'aimer son officier, on n'a pas besoin d'aimer celui qui est à côté de nous dans la tranchée. Mais combattre celui qui est à côté de nous dans la tranchée, c'est de la trahison. Voilà. Donc à chacun de prendre sur soi, à tous les niveaux, et à chacun de donner le meilleur de soi, parce que c'est très simple. Soit on se souviendra de nous, parce qu'on aura gagné, soit on sera oublié complètement. Si on perd, il n'y aura plus de lendemain. On sera plus là. Il n'y aura personne pour se souvenir de nous. Personne. Et tout notre héritage sera perdu. Toute l'Europe. Tout. C'est pas juste Palmyre qui sera explosé. C'est toute l'Europe. Ça sera terminé. Fini. Donc, il faut absolument se serrer les coudes à l'échelle européenne. L'exemple on en parlait tout à l'heure, le maire nationaliste hongrois qui a fait un appel de dons qu'on a relayé en France, et il y a des camarades français, des patriotes français qui ont donné. C'est un très bon exemple. Ce genre d'opération est amené à se multiplier. Je ne parle pas que de la France et de la Hongrie, mais dans tous les sens, il faut absolument s'entraider partout. À chaque fois où il y a un point de crise, tout le monde doit mettre ses efforts dessus, soutenir ceux qui sont sur le terrain. Là, c'est la Hongrie. Demain, ça sera peut-être un autre pays. Il faudra être là. Il faut se soutenir les uns les autres. Et à défaut, ne pas se taper les uns sur les autres. Ça, c'est vraiment criminel de faire ça. Et pour conclure, donc, comme je disais, je vais finir avec une note d'espoir. Les choses bougent. Et je crois que l'Européen excelle en particulier dans l'adversité. On va être secoué, on va sortir de notre petit confort. Et c'est justement ce qui me donne de l'espoir. C'est de sortir du confort et de la zone de sécurité. C'est là qu'on va peut-être être capable de faire à nouveau des grandes choses et de donner naissance peut-être à une nouvelle Europe. Ça ne tient qu'à nous, hein. Personne ne le fera à notre place. Bien, il nous reste à vous remercier, Ferenc, pour ce témoignage fort. En tout cas, quand on vous entend, on ne peut pas désespérer de la jeunesse et de son engagement. Et ça fait chaud au cœur quand on fait le travail que nous accomplissons maintenant depuis plusieurs années sur Méridien Zéro. Il nous reste à vous souhaiter un bon retour en Hongrie, à Budapest. Soyez assurés de notre sympathie, et puis tous vos camarades, assurez-les de notre, solidarité. Et que voilà, on est là aussi pour les relayer, on est là aussi pour eux. Dites-leur aussi qu'en Europe de l'Ouest, il n'y a pas que Lynn Renault qui est prêt, ou Charles Aznavour qui nous gonfle avec ses Arméniens. Il y a aussi des nationalistes authentiques qui vous soutiennent et qui vous regardent avec attention et qui vous tendent la main par-dessus la frontière. C'est pour ça que, plus que jamais, à l'abordage. Et pas de quartier.